Bonjour tout le monde. Notre prochain conférencier possède un grand intérêt pour l'intervention psychosociale et la défense des personnes exclues de notre société. De 2002 à 2016, il a travaillé avec les personnes détenues et ex-détenues pour les services Option Vie et Oxygène. Par la suite, de 2016 à 2020, il a travaillé avec les personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, il est coordonnateur du service chez nous de la Société John Howard du Québec depuis juillet 2020. Il est formateur pour l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, conférencier, collaborateur pour différentes universités et il est appelé à titre de commentateur pour la radio et la télévision. Mais avant toutes ces réalisations, il a débuté sa vie d'adulte avec une sentence à vie qui lui aura valu 17 ans d'incarcération. Lors de cette conférence, il nous entretiendra sur les impacts de l'incarcération chez nos élèves et nous fournira quelques outils pour mieux intervenir. Sans plus tarder, je vous présente M. Daniel Benson. M. Benson? D'abord, je voudrais remercier le comité organisateur de m'avoir invité. Je trouve que c'est un privilège de parler à des professeurs qui enseignent en milieu correctionnel, des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ma présentation, je vais vous faire un petit squelette de ma présentation. Comme vous l'a dit, M. Tremblay, je suis une personne qui a été incarcérée, donc je vais vous faire un petit peu mon histoire. Par la suite, on va aborder des choses plus théoriques. Je vous dirais, entre autres, on va aborder les 6 types de criminels en psychocriminalité. Il y a une typologie au niveau des criminels. Ceux qui ont fait leurs criminaux là, vont se rappeler des profs peut-être désagréables qu'ils ont eus. Donc, puis je pense que la description des 6 types de criminels peut vous aider des fois à discriminer dans le sens positif les difficultés que vous allez avoir avec certains élèves par rapport à leur vécu, puis au niveau psychologique, puis leur comportement en détention aussi. C'est sûr qu'on va parler du milieu carcéral, du vécu des personnes incarcérées. Je vais aborder avec vous également le langage. Puis j'ai noté quelques petites choses. Je voulais être là toute la journée aujourd'hui parce que j'ai noté des choses au courant de la journée qui sont en lien justement avec cet aspect-là de ma présentation au niveau du langage. On va parler aussi d'une façon plus profonde des impacts de l'incarcération, autant pendant la période d'incarcération qu'après la période d'incarcération. Évidemment, je vais vous parler de scolarité en milieu carcéral parce que c'est votre centre d'intérêt principal. Et je vais terminer en vous parlant de votre impact, de quelle importance vous avez pour les gens que vous côtoyez quotidiennement. Donc, je vais débuter avec mon histoire. Vous savez, souvent en prison, on voit des gens on dit, bon, on entend leurs histoires de vie, puis on se dit, bon, ben, ces gens-là étaient destinés à se ramasser ici un jour à cause des difficultés qu'ils ont eues au niveau familial, au niveau social, au niveau économique. Moi, je suis né dans un milieu, je dis toujours en boutade que je suis né dans un milieu plate. Parce que moi, je viens d'une famille ordinaire, un papa, une maman, pas de chicane, pas de criminels dans la famille, pas de délinquants. Donc, un milieu ordinaire, de la classe moyenne. Ma mère était mère au foyer, mon père était conducteur d'autobus pour ce qui s'appelle aujourd'hui la STM, mais à l'époque, il y avait un autre nom. Puis j'étais un petit gars sage. Je n'avais pas de comportement dysfonctionnel. J'avais des bons résultats scolaires. Donc, un petit gars ordinaire, plate. Ma mère, elle disait toujours, pourquoi tu es toujours le nez dans tes livres? Va donc jouer dehors. À l'époque, il n'y avait pas de Mario Bros et des trucs comme ça. C'était les livres à cette époque-là. Et quand j'avais 9 ans, et un soir, mon père est arrivé à la maison, a fait ses bagages et il est parti. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le démon du midi, il a rencontré une femme plus jeune que ma mère et il a décidé de nous abandonner. Donc, il est parti du jour au lendemain, sans explication, sans rien. Et par la suite, je n'ai pas beaucoup de relations avec mon père. Il nous a littéralement abandonnés. Et ma mère a été très marquée par ça parce qu'à l'époque, vous savez, je n'ai pas 30 ans, là, je pense que les gens peuvent le constater. Donc, à l'époque où ma mère s'est mariée, on se mariait pour la vie à cette époque-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les contrats de 5 ans renouvelables. Donc, à l'époque, on se mariait pour la vie. Et ma mère était très affectée parce que c'était l'homme de sa vie. Puis même encore aujourd'hui, ma mère a 67
18 ans, puis elle me dit encore, ton père, ça a été l'homme de ma vie. Donc, pour elle, c'était très important. Et elle a vécu quelque chose de très difficile, une dépression nerveuse. Là, à l'époque, je ne le savais pas, là, mais aujourd'hui, je suis capable de le dire, là, qu'elle a vécu une profonde dépression. Et vous savez, quand on parle à nos enfants, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui qui ont des enfants. Et quand on a des jeunes enfants, puis qu'on est un adulte signifiant pour eux, quand on lui dit des choses, les enfants vont nous croire parce qu'on est un adulte sur qui ils se fient, ils nous croient, on est bon pour eux. Donc, on est une source d'inspiration. Puis quand on dit quelque chose, bien, c'est comme la vérité. Moi, j'ai fait croire à ma jeune nièce qu'il y avait des lutins dans le bois derrière chez moi, puis elle l'a cru pendant des années. J'allais cacher des nains de jardin là, pour qu'elle soit sûre qu'il y en a des lutins. Là. Mais elle a cru ça parce que j'étais son oncle, j'étais signifiant pour elle, puis j'étais un adulte. Donc, moi, à l'époque, quand mes parents ont divorcé, il y a une de mes grand-mères qui m'a dit Daniel, tu es l'homme de la maison maintenant. Puis on dit ça des fois en boutade au garçon qui est l'aîné de la famille quand le père s'en va à la chasse ou peu importe. Tu es l'homme de la maison. Donc, un petit garçon de 9 ans qui se fait dire que c'est lui l'homme de la maison, bon, ben, il se monte le chest un petit peu, puis il dit qu'il est boss, puis qu'il va tout gérer ça. Là. Lui, on y remet cette responsabilité-là, puis il va l'assumer. C'est impossible pour un enfant de 9 ans, 10 ans, 12 ans de gérer une famille puis d'assumer toutes les difficultés auxquelles elle va être confrontée. Donc, moi, j'ai grandi avec cette idée-là dans ma tête que j'étais responsable de ma mère, puis j'avais une sœur plus jeune que moi, donc j'étais responsable. J'étais l'homme de la maison. Et peut-être un petit peu plus qu'un an plus tard, ma mère a rencontré un autre homme. On tombe en amour. Vous savez comment est-ce que c'est? On tombe en amour, la lune de miel, tout est beau, puis on est fin, puis on est intelligent, puis il n'y a pas de problème. Malheureusement, cette relation-là s'est transformée. Ben, s'est transformée, oui. Elle est devenue une relation toxique. C'est une relation où la violence s'est installée. Puis, vous savez, la violence dans un milieu conjugal, ça s'installe d'une façon très, très pernicieuse. Hein? Ça commence par des mots, ça commence ensuite des insultes, des claques, des coups de poing, puis ça va perdurer tant qu'un des deux partenaires ne mettra pas fin à cette situation-là. Donc, moi, j'ai vu et j'ai été témoin de sévices très violents que ma mère a subis. Moi, personnellement, je n'ai jamais subi de sévices de violence de la part du conjoint de ma mère, mais j'ai vu ma mère à de nombreuses reprises, puis je vais vous éviter les détails. Ce n'est pas agréable de raconter ça, puis ce n'est pas agréable de l'entendre non plus, mais vous pouvez vous imaginer, il y a eu toutes sortes de choses. Puis, vous savez, les femmes de cette époque-là, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, ont toujours comme l'espoir qu'ils aiment quelqu'un, puis ils vont réussir à le changer. Donc, ma mère, elle l'aimait, cet homme-là, parce que malgré qu'il y ait de la violence dans une relation, il y a quand même quelque part de l'amour, sinon les personnes ne seraient pas ensemble. Donc, ma mère a décidé de prendre différentes stratégies pour changer cet homme-là, pour l'aider à s'améliorer. Donc, la première stratégie, ça a été on va se marier. Il n'a jamais été marié, il va être plus responsable. Ma mère est revenue de son voyage de noces avec un œil au beurre noir. Par la suite, ben, elle dit bon, on va faire un enfant. Il n'y a pas d'enfant, il va devenir plus responsable. Ils ont effectivement fait un enfant, mais j'ai vu ma mère se faire maltraiter par cet homme-là pendant qu'elle était enceinte. Donc, toute cette violence-là qui s'est installée, parce que vous savez, il y a quelques années, là, ils ont déterminé que des enfants qui vivent dans un milieu violent, même si eux-mêmes ne sont pas victimes directes de violences physiques, vont garder des séquelles de cette violence-là, puis vont être des victimes de ce milieu-là parce qu'ils vivent dans un environnement où il y a de la violence. Donc, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, puis vers l'âge j'avais à peine 18 ans, j'ai décidé que je réglais la situation, que j'assumais mon rôle de responsable. Donc, j'ai emprunté une arme à feu à un de mes amis et j'ai confronté cet homme-là et malheureusement, je l'ai tué. Donc, j'avais, comme je vous le dis, 18 ans. Puis moi, vous savez, on dit qu'à 18 ans, on est des adultes, là, mais moi, je considère qu'à 18 ans, on est juste des vieux adolescents. On n'est pas encore des adultes. Et ben, j'ai été arrêté et ben, j'ai été condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 25 ans de détention à purger.
Pourquoi j'ai fait seulement 17 ans? Parce qu'à l'époque, il y avait une technicalité juridique qui s'appelle la révision judiciaire, qui existe encore, mais qui a été abolie par mon bon ami Stephen Harper. Donc, j'ai bénéficié de cette procédure-là et j'ai pu sortir de prison après 17 ans d'incarcération. Mais je voudrais faire un petit détour sur ces 17 années d'incarcération-là que j'ai vécues. Vous savez, moi, je suis rentré dans un établissement correctionnel. Je n'avais jamais mis les pieds dans une prison. Je n'avais jamais connu quelqu'un qui avait fait de la prison. Donc, c'était un milieu qui était totalement inconnu pour moi. Puis j'imagine que pour ceux qui sont rentrés en milieu correctionnel pour aller enseigner, là, rappelez-vous la première journée où vous êtes présenté devant une clôture, devant une guérite d'établissement. Tout ce que vous aviez dans la tête, là, de dire, bon, je m'en vais dans une prison avec tous les préjugés, les histoires qu'on peut s'imaginer qui peuvent se passer dans une prison. Ben moi, à 18 ans, je suis rentré dans une prison avec tout ça parce que je ne savais pas c'était quoi. Et je vais faire juste une petite parenthèse parce que là, je m'en vais très, très loin dans ma présentation sur l'impact. Ceux qui ont déjà visité l'établissement Archambault à Sainte-Anne-des-Plaines, à l'entrée principale, à l'époque où moi j'ai été condamné, le premier établissement où j'ai été incarcéré, c'est l'établissement Archambault. Et pour ceux qui le connaissent, quand on rentre par l'entrée principale, il y a une porte de métal pleine qui s'ouvre et on rentre dans un sas où il y a une autre porte grillagée. Et je me souviens très, très bien, quand je suis rentré dans ce pénitencier-là à l'âge de 18 ans et que la grosse porte de métal s'est fermée derrière mon dos, j'ai senti un grand frisson parce que je rentrais dans un monde inconnu que je ne connaissais pas, puis je ne savais pas dans quel monde je m'embarquais. Et des années plus tard, quand j'ai travaillé pour le service Option Vie, où je travaillais en établissement, je vais vous en parler un petit peu plus loin, le premier établissement où j'ai été assigné à travailler, ça a été l'établissement Archambault. Et quoique ça faisait pas loin de 20 ans que je n'avais pas refranchi cette porte-là, quand cette porte-là s'est fermée derrière mon dos, j'ai ressenti le même frisson que quand j'avais 18 ans. Donc, puis c'est ça, vous savez, des fois, on parle des impacts dans l'incarcération. Des fois, c'est des petites choses qui laissent des traces qui sont impossibles à enlever parce que ça fait partie de notre vécu, ça fait partie de notre vie. Et vous savez, ce matin, là, M. Gros-Louis vous a parlé des intervenants, de comment il fallait intervenir, puis tout ça. Vous savez, moi, je fais de l'intervention depuis au-delà de 20 ans maintenant, puis je suis toujours qu'un intervenant. Puis là, quand je parle d'intervenants, je ne parle pas juste des intervenants psychosociaux, des psychologues, des agents de libération conditionnelle, mais toutes les personnes qui sont en relation avec quelqu'un qui est incarcéré. Donc, qui sont dans son parcours de vie, puis ils vont être là d'une façon momentanée. Hein. On a rarement le privilège d'accompagner quelqu'un du début de sa sentence jusqu'à la fin. On est là dans un espace donné, dans le temps, dans la vie de cette personne-là. Et si on veut être un élément positif et marquant pour cette personne-là, il faut juste faire une chose, être une petite lumière qui est sur sa route. Parce que si on est la bonne petite lumière qui guide cette personne-là sur son chemin, 20 ans ou 30 ans plus tard, quand il va se retourner, il va se rappeler des petites lumières qui ont parsemé sa vie. Et moi, des petites lumières qui ont parsemé ma vie, j'en ai eu. Il y a eu des agents de libération conditionnelle qui ont été excessivement importants pour moi. Il y a des psychologues qui ont été excessivement importants. Puis il y a des professeurs qui ont été très, très importants dans ma vie. Vous savez, moi, je me souviens d'un professeur de philosophie quand je faisais mon cours de philosophie avec Marie-Victorin à l'établissement Archambault. Et je me souviens qu'une fois, il voulait nous expliquer comment les peuples en Afrique profonde, qui n'ont jamais été en lien avec la technologie, pouvaient réagir quand ils voyaient une télévision pour la première fois. Et je me souviens que ce prof-là, il est monté sur la table, puis il s'est mis la tête entre les deux jambes pour dire ils vont peut-être réagir comme ça. Je me souviens encore de cet événement-là parce que ça a été marquant, parce que ces gens-là qui ont parsemé ma vie au niveau de l'enseignement ont été importants parce qu'ils m'ont aidé, ils m'ont laissé la chance d'être perçu comme un être humain, comme un étudiant, et non pas comme un numéro de SED, comme un détenu ou comme un crime. Ils ont fait une différence
excessivement importante dans ma vie, dans la quotidienneté de la noirceur qui est un établissement carcéral. Donc, je finis, puis moi, vous savez, mon parcours, j'ai été chanceux au niveau de l'éducation en prison. Moi, j'étais inscrit à Lionel Groux en lettres avant de rentrer en prison, mais ils ne m'ont pas laissé aller à Lionel Groux. Donc, je suis rentré à l'établissement Archambault. J'ai complété un DEC en sciences humaines avec le Collège Marie-Victorin. À l'époque, il y avait un programme qui avait été implanté avec la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, où on pouvait faire un certificat en culture et civilisation. Et par la suite, j'ai réussi, à force d'écrire des lettres puis de parler à des gens, de compléter une majeure en théologie. Il y en a qui vont dire pourquoi la théologie? Parce que je ne suis pas frère, je ne suis pas prêtre. C'est parce qu'à l'époque où j'ai fait ce choix d'études-là, c'était que mon projet de vie, moi, c'était de sortir de prison puis d'aller m'enfermer dans un monastère pour aller expier ma faute. Parce que j'avais fait quelque chose de terrible, j'avais enlevé la vie à quelqu'un. Et ça, on ne peut pas réparer ça. C'est quelque chose qui va nous habiter pendant toute notre vie. Donc, à ma sortie de prison, j'ai eu un premier travail, un travail que j'avais commencé quand j'étais incarcéré. J'ai écrit des chroniques pour un magazine pendant à peu près 3 ans. Et quand je suis sorti, l'éditeur du magazine, j'ai dit, écoute, ça me prend un travail. Donc, cet homme-là m'a engagé. Donc, j'ai commencé. Puis au début, je faisais à peu près n'importe quoi. Là. Je répondais au téléphone, je livrais le magazine, je faisais toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, il m'a dit, Daniel, ça ne te tente pas d'être représentant publicitaire. Ben, je dis, non, oublie ça. Là, moi, tes vendeurs, je les connais, c'est tous des menteurs, des manipulateurs. Je ne veux pas faire ça. Et à ce moment-là, cet homme-là m'a dit une phrase, et je m'en souviens encore aujourd'hui, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, Daniel, tu as été 17 ans en prison. Puis quand on est en prison, là, il faut se vendre constamment. Se vendre pour obtenir un transfert, se vendre pour obtenir une libération conditionnelle, se vendre pour obtenir des privilèges. Puis il dit, la chose la plus dure à faire dans la vie, c'est se vendre soi-même. Et je suis sûr que tu serais un excellent vendeur. Il ne s'est pas trompé. Je suis devenu représentant publicitaire, puis 1 an plus tard, je suis son meilleur vendeur pour des techniques que j'avais développées particulières, donc je n'ai pas le temps de vous parler de ça aujourd'hui. Par la suite, j'ai été directeur des ventes pour un site Internet, puis ça, on parle d'il y a 25 ans. Ça fait que vous imaginez, il y a 25 ans, vendre de la publicité sur Internet, c'était pas tout à fait facile. Zoom n'existait pas encore à cette époque-là. Donc, moi, je travaillais, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, « Hey, Daniel, moi, je travaille pour Option Vie. Je sais quoi ce patente-là. » Ben, il dit, « Tu sais, on nous engage, on retourne en prison, puis on aide les gens qui font des sentences de vie dans leur cheminement, du début de l'incarcération jusqu'à la période de remise en liberté. » Fait que là, je l'ai regardé en lui disant, « Écoute, es-tu malade, là? J'ai passé 17 ans de ma vie en prison, j'ai réussi à en sortir, et là, tu viens me proposer d'y retourner à tous les jours? » Non, on oublie le projet. Là, il m'a parlé des autres personnes qui travaillaient dans ce service-là que je connaissais, avec qui j'avais fait du temps, que j'avais côtoyé durant ma période d'incarcération. Donc, je suis curieux, donc j'ai décidé d'essayer ça. Et c'est comme ça que l'intervention est arrivée dans ma vie. Donc, j'ai travaillé pour le service Option Vie pendant une dizaine d'années. J'ai arrêté de travailler pour Option Vie parce que le programme a été coupé suite à des coupures budgétaires. Par la suite, j'ai travaillé pour le service Oxygène, qui est un service qui s'adressait à une catégorie qui est en groupe 2. C'était des vieux délinquants ou des délinquants qui avaient fait beaucoup d'incarcération de nombreuses années. Et c'est des gens qui avaient beaucoup de difficultés de réinsertion sociale parce que il n'y avait plus de réseau, il n'y avait plus de moyens, ils ne pouvaient pas travailler souvent parce qu'ils étaient trop âgés ou trop hypothéqués. Donc, c'est un réseau de maisons de chambre. Donc, j'ai travaillé pour ce service-là pendant quelques années. Par la suite, j'ai travaillé avec des personnes en situation d'itinérance autochtones. Par la suite, j'ai travaillé avec des personnes en situation d'itinérance non autochtones, entre autres, puis vous en avez sûrement déjà entendu parler, j'ai travaillé comme conseiller en intervention pour la mission Old-Brewery à Montréal. Par la suite, j'ai été conseiller formateur chez Suicide Action Montréal. Maintenant, je suis coordonnateur du service chez nous de la Société John Howard du Québec. D'ailleurs, je vous invite peut-être à aller voir c'est quoi notre service. Notre service s'adresse principalement à une clientèle homme-femme. Il y a 2 critères pour entrer dans notre service. C'est être une personne qui a été judiciarisée, une personne qui risque
de se retrouver en situation d'itinérance. Donc, si vous avez un élève dans un de vos établissements qui vous dit, moi, là, quand je vais sortir, là, je ne sais pas où je vais m'en aller, bien, référez-le à notre service, puis on va essayer de l'aider, qu'il ne se retrouve pas dans la rue, puis qu'il ne retourne pas en prison. Donc, ce service-là, je travaille pour ce service-là depuis 2 ans. On l'a mis en place il y a 2 ans. Puis, vous savez, on se disait, il y a une demande pour ce genre de personnes-là qui sortent de détention. En 1 an, moi, je calcule là, que je suis autour de 160 demandes d'aide depuis 1 an. Donc, c'est quand même énorme là, comme bassin. Malheureusement, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, mais on essaye de s'occuper des gens du mieux possible. Et comme vous l'a dit, M. Tremblay, je suis collaborateur avec différentes universités. D'ailleurs, j'ai été auxiliaire d'enseignement à l'Université de Montréal en criminologie, principalement en psychocriminologie. Donc, voilà pour mon histoire. Donc, on va aborder le vif du sujet. Donc, je vais vous parler de la typologie en psychocriminologie. En psychocriminologie, il y a une typologie où on regroupe 6 grands types de criminels. Cette typologie-là a été mise sur pied ou implantée suite aux travaux de recherche de Marcel Fréchette et Marc Leblanc, qui sont de l'Université de Montréal. Également de 2 chercheurs qui s'appellent, j'ai toujours la difficulté à prononcer son nom, là, Yochelson et Samenon, ça c'est plus facile, qui ont écrit entre autres La personnalité criminelle. Et ces travaux-là ont été aussi, il y a une contribution qui a été faite par Maurice Cusson, un célèbre criminologue là, du Québec, qui a écrit Délinquant, pourquoi? Donc, dans la typologie des 6 types de criminels, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont dans des catégories où ils vont être purs dans cette catégorie-là. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde la personne, le profil, paf, on met l'étiquette, puis c'est bingo, il est dedans. Il y en a certains que ça va être des 70-30, on peut les mettre dans une catégorie, mais ils ne sont pas tout à fait dans la bonne catégorie. Mais généralement, je vous dirais, avec les critères qu'on a pour ces catégories-là, puis je ne ferai pas le tour de tout ça, mais je vais principalement aborder pour ces 6 types de criminels-là l'aspect psychologique de la personne, pourquoi cette personne-là devient ce genre de criminel-là. Je vais aborder aussi leur comportement en institution, donc quand que vous allez les côtoyer, et également leur comportement en libération conditionnelle. Qu'est-ce qui fait que si on a ce genre de criminel-là, comment on va faire pour qu'ils réussissent sa remise en liberté puis qu'ils ne retournent pas en prison. Donc, le premier type, c'est le criminel professionnel. Donc, le délinquant professionnel regroupe principalement 2 genres de criminels. Les gens de la mafia organisée et les motards criminalisés. Là, il y en a qui se disent, pourquoi ils ne rentrent pas là-dedans les gangs de rue? Parce que c'est aussi du crime organisé. On ne met pas les gens de gangs de rue dans cette catégorie-là parce qu'ils ne sont pas assez raffinés pour cette catégorie-là. Vous savez, le criminel professionnel, au niveau de sa psychologie, c'est très particulier parce que cette personne-là choisit une vie de criminel. Donc, consciemment, il choisit que lui, il va s'inscrire dans une vie où il va commettre des délits et qu'une conséquence de ce choix-là est l'emprisonnement. Et paradoxalement, parce que vous savez, qu'est-ce qui est important autant chez les gens de la mafia que chez les motards criminalisés? Il y a une loi qu'ils ne peuvent pas enfreindre, c'est la loi de l'omerta. On ne parle pas, sinon on risque la mort. Donc, ces gens-là choisissent consciemment un mode de vie dans lequel les règles sociales auxquelles ils sont soumis sont plus négatives que les règles sociales normales. Parce que dans la société, on peut délater quelqu'un, on peut dénoncer quelqu'un, on peut dire des choses, puis on ne se fera pas tuer. Mais un mafiosi qui dénonce ses frères, il risque de se faire tuer. Puis il y a des bonnes chances qu'il se fasse tuer. Donc, ces gens-là choisissent consciemment ce genre de vie-là. Et ce qui est encore paradoxal, c'est que ces gens-là, ce ne sont pas des personnalités antisociales. On en a parlé un petit peu le matin. Il n'y a pas de TPF, de personnalité antisociale chez les motards criminalisés puis chez les mafiosi. Parce que ce genre de personnalité-là est trop dangereuse pour la survie du groupe. Ces groupes-là vont se servir de certaines personnes qui sont des bons antisociaux, mais ils ne les intégreront jamais dans leur groupe.
Donc, ces gens-là choisissent ça et ces gens-là croient à la société, croient à la justice, croient aux tribunaux. Donc, c'est des gens qui acceptent les règles sociales, même s'ils sont constamment en position de les défier, mais ils les acceptent. Puis si vous parlez à un bon mafiosi, il va vous dire, oui, les juges, la justice, c'est important, il faut que la société soit adéquate, parce que si une société est bien encadrée, bien, eux, ça leur permet de faire ce qu'ils ont à faire. Et ça se reflète sur leur mode de fonctionnement en milieu correctionnel. Vous savez, si vous êtes dans un pénitencier ou une prison où il y a des motards criminalisés ou des gens de la mafia, cet établissement-là va être plus tranquille qu'un établissement où il n'y en a pas. Pour une raison très, très simple. Ces gens-là, quand ils rentrent en milieu correctionnel, n'arrêteront pas de commettre des crimes. Et s'ils veulent continuer à faire leurs crimes, donc entre autres, en milieu correctionnel, ça va être du trafic de drogue, bien, ils ne veulent pas qu'il y ait de chaleur. Donc, on n'éveillera pas les gardiens. On va les laisser tranquilles. Donc, il n'y aura pas beaucoup de batailles. Puis, c'est des gens en prison, au niveau de leur comportement institutionnel, c'est des gens extrêmement conformistes. C'est des gens qui n'ont pas de rapport d'incident. C'est des gens qui sont polis. C'est des gens qui sont très, très adéquats dans ce milieu-là parce qu'ils connaissent l'enjeu. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement stratégiques dans leur façon de fonctionner en milieu correctionnel. Et c'est des gens qui vont souvent parler avec les gardiens parce qu'eux autres peuvent se le permettre parce qu'ils sont au-dessus des soupçons que les autres détenus auxquels les autres détenus pourraient être soumis. Donc, ils vont entretenir des relations. Ça va être des relations strictement utilitaires. Moi, je me souviens, entre autres, d'un monsieur que j'ai accompagné qui était un monsieur de la mafia. D'ailleurs, il est décédé aujourd'hui. Il était supposément être le prochain parrain de Montréal. Et à chaque fois que je le rencontrais en entrevue, il me disait tout le temps durant l'entrevue, tu le sais, Daniel, que je ne suis pas dans la mafia. Hein? Oh, oui, je le sais. Même son avocat me le disait. Tu le sais qu'il n'est pas dans la mafia. Non, non, il n'est pas dans la mafia. Je le sais qu'il n'est pas dans la mafia. Tout le monde le savait, excepté lui. Ben, donc, tout compte fait, donc, c'est des gens en milieu correctionnel qui vont être très conformistes. Au niveau de la réinsertion sociale, c'est des gens que s'ils sont sous le coup d'une libération conditionnelle, vont également être très conformistes. Ils vont respecter les règles. S'il y a un couvre-feu, ils vont le respecter. Mais la minute qu'il va y avoir une petite ouverture, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont choisi comme mode de vie. Et malheureusement, pour ces gens-là, la réinsertion sociale, si on peut l'appeler comme ça, là, le retour en communauté où on devient des citoyens respectueux des lois et des cadres, ça n'existe pas. Ces gens-là vont poursuivre leur carrière criminelle, vont toujours faire ça. Puis pour eux, ce n'est pas une carrière criminelle. Ils font des affaires. Donc, pour eux, ce n'est même pas des crimes qu'ils commettent. Puis souvent, ils vont dire, ben, c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Donc, l'occasion fait le larron. Là. Donc, ces gens-là, au niveau de la récidive, c'est des gens qui vont avoir un taux de récidive qui est très élevé. Tant qu'ils ne se font pas pogner, on n'entend pas parler, mais ils risquent de se faire reprendre. La deuxième catégorie, c'est le criminel suractif ou multirécidiviste. Donc, ça, le nom l'indique. Là. Donc, ce sont des gens qui commettent des crimes de façon répétitive, qui sont des multirécidivistes. Donc, on revoit dans nos établissements d'une façon ponctuelle. Il y a des accalmies, mais ça revient tout le temps. Au niveau psychologique, souvent, quand on parle à des multirécidivistes, souvent, ça va être des gens qui vont avoir un trouble de personnalité limite. Dans la plupart des cas, ils vont avoir ce trouble-là. Et ces gens-là vont souvent provenir de milieux dysfonctionnels. Donc, de milieux où ils n'ont pas eu un encadrement parental adéquat, ou souvent, ça va être des gens qui ont vécu dans des milieux où ils ont subi des sévices physiques ou sexuels. Et souvent, ce qui motive la carrière criminelle de ces gens-là, c'est souvent comme une impression de vouloir se venger du mal qu'ils ont subi ou des inégalités auxquelles ils ont fait face. Pour illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire d'un homme succinctement. C'est un homme, on va l'appeler Léo. C'est un homme que, puis vous savez, ces gens-là, les multirécidivistes, ils sont en réaction très, très vive
par rapport à toute forme d'autorité. Donc, police, tribunal, gardien de prison, professeur, tout ce qui peut représenter une forme d'autorité pour eux est totalement négatif et ne veulent pas avoir de contact avec eux. C'est des gens avec qui c'est très difficile d'établir une relation de confiance, de faire un cheminement avec eux parce qu'ils sont complètement rébarbatifs quand on représente l'autorité. Puis dans une prison, pour eux, un représentant de l'autorité, c'est quelqu'un qui n'a pas un numéro de CD, qui n'est pas un détenu. Donc, si tu n'es pas un détenu, tu représentes l'autorité. Et cet homme-là dont je vous parle, moi, c'est un monsieur qui avait fait beaucoup de temps, qui était rendu relativement âgé, et ça m'a pris des mois avant qu'il décide de venir s'asseoir dans mon bureau. Je faisais des entrevues de couloir avec lui et on a réussi à préparer sa libération conditionnelle et il est fini par sortir de prison et il s'est ramassé dans les maisons de chambre dont je vous parlais du service oxygène. Puis vous savez, des fois, quand on accompagne des gens, on a tendance, des fois, on veut savoir des choses, puis on pose la question pour prendre une chance. Il va peut-être me le dire, il me le dira peut-être pas. Et j'avais demandé, parce que ça représente tellement bien ce que c'est un suractif, un multirécidiviste, cette réponse-là qu'il m'a donnée. J'ai dit, veux-tu bien me dire pourquoi tu as choisi cette vie-là? Tu as passé 27 ans de ta vie en prison en petit bout. Tu es tatoué des oreilles aux orteils. Tu as fait des crimes toute ta vie. Pourquoi tu as choisi ça? Et là, il m'a expliqué que lui, il vient de la région de Trois-Rivières. Et quand il était petit, et ça, c'est typique aux personnalités antisociales, quand il était très jeune, à 8 ou 9 ans, il voyait ses petits chums faire des petits vols, donc il a commencé à faire des petits vols. Et en grandissant, son objectif à lui, c'était de devenir millionnaire, parce qu'il vient d'un milieu très pauvre, avec peu de moyens, peu d'éducation. Donc, son rêve à lui, c'était de devenir millionnaire. Donc, toute sa vie, il a commis des crimes pour ramasser de l'argent. Puis, vous savez, dans ce milieu-là, de l'argent vite gagné, elle est vite dépensé également parce qu'on passe sur le party. C'est typique de ces personnalités-là. Donc, il n'a jamais réussi à ramasser d'argent. Et il m'a dit quelque chose qui m'a... Vous savez, des fois, il y a des personnes incarcérées qui vont nous dire quelque chose, puis ça va venir ébranler notre intérieur, ça va venir nous toucher. Et cet homme-là m'avait dit à la fin, quand il m'a raconté son histoire à la fin, il m'a dit, tu sais, Daniel, il dit, ma vie, ça a été de la merde. Il dit, j'ai volé toute ma vie, j'ai fait du mal à bien du monde pour devenir millionnaire. Puis aujourd'hui, j'ai 63 ans, je suis sur le BS, puis je vais finir ma vie dans une maison de chambre. Vous savez, quand quelqu'un fait le constat de sa vie, qui est celui-là, c'est triste, parce que c'est un être humain qui a vécu avec beaucoup de souffrance, puis la fin de vie est toujours désastreuse. Au niveau de la réinsertion sociale chez les multirécidivistes, je ne vous cache pas que ça va être peine perdue. Hein? Ils vont revenir en prison, ils vont recommettre des crimes. Le seul élément qui va faire en sorte que ces gens-là vont arrêter de commettre des crimes, il y en a juste un. C'est lequel? L'âge. Exactement. C'est l'âge. Quand ils n'auront plus l'énergie pour commettre des délits, quand ils n'auront plus l'énergie pour subir l'enfermement, ça va s'arrêter. Puis malheureusement, ça va finir dans une vie dans la pauvreté puis dans l'abandon par les autres. Mais malheureusement, c'est comme ça. La troisième catégorie est le névrosé conflictuel. Mais on l'appelle aussi le polytoxicomane. Ça, je pense que c'est plus clair là, quand on parle d'un polytoxicomane. Donc, les polytoxicomanes, au niveau psychologique, c'est souvent des enfants qui vont venir pas nécessairement de milieux défavorisés, mais souvent, ce qu'on va voir chez ce type de criminel-là, c'est que ce sont des enfants ping-pong. C'est un enfant qui se fait dire une journée par ses parents, on t'aime. Le lendemain, on t'aime pas. On t'aime pas. Donc, c'est des enfants qui vivent dans une instabilité au niveau de l'attachement qu'ils doivent développer avec leurs parents. Et ça fait en sorte que ces personnes-là grandissent avec beaucoup de souffrance. Et souvent, pour illustrer ces gens-là, c'est comme si ces gens-là portaient une chape de plomb toute leur vie. Donc, ils traînent avec eux toute leur souffrance et le seul moyen de se débarrasser de cette souffrance-là, c'est par la consommation. Et pour consommer d'une façon excessive, ils n'ont pas d'autre choix que commettre des crimes pour payer leur consommation. Et ce qui est particulier avec ce genre de criminel-là, le névrosé conflictuel,
Quand ces gens-là se font arrêter, ils vivent quelque chose de très particulier. Est-ce que quelqu'un peut me dire, au moment de l'arrestation, au moment où ils se font mettre les menottes par la police, qu'est-ce que ces gens-là, quel sentiment ces gens-là vivent? La culpabilité? Non. Une libération? Exactement, un apaisement. Parce que le fait de se faire mettre des menottes, ça signifie une prise en charge. Donc, ils vont être pris en charge. Ce qui leur a manqué pendant toute leur enfance s'actualise par le système de justice. Et souvent, dans les établissements, cette catégorie de criminels-là, on va les appeler des mangeurs d'intervenants. Parce qu'eux autres, là, quand ils arrivent en prison, là, ils prennent un crayon puis des requêtes. Ils font une requête à l'aumônier, à la psychologue, à l'agent de libération conditionnelle, à l'agent de programme, à tout ce à qui on peut faire une requête, ils en font une. Puis s'ils n'ont pas une réponse dans 3 jours, ils recommencent, ils en font d'autres. Puis ces gens-là, si vous les recevez, puis vous les accueillez, puis vous leur dites, OK, on va se voir mardi. À quelle heure? Ben, vers 10 heures. On va avoir combien de temps? Ben, une demi-heure, 45 minutes. C'est pas possible d'avoir 1 heure. Puis ils vont étirer, on les appelle des mangeurs d'intervenants. Parce que la prise en charge pour eux autres, ça les libère, ça les apaise. Donc, c'est important pour eux de mettre ça en place. Et il faut, si vous en rencontrez un vrai comme ça, là, il faut limiter. Là, dire non, on se voit le mardi, une demi-heure, pas plus. À tous les mardis, une demi-heure, mais on ne passera pas 1 heure ensemble parce que sinon, il va vous aider à faire votre sac avant de partir pour le travail, avant de partir du travail. Là. Il va rester là jusqu'à 4 heures, lui. Ça ne le dérange pas, il est content, il aime ça. Et ces gens-là, souvent, ce qui va les aider au niveau de la réinsertion sociale, c'est sûr qu'il va falloir une surveillance serrée de la part des autorités quand ils sont encore en libération conditionnelle. Et souvent, le fait d'avoir un conjoint ou une conjointe qui va les aider, qui va les accompagner, puis en même temps qui va exercer une certaine... C'est pas le bon mot, là, mais le conjoint ou la conjointe vont exercer comme une pression au niveau de la consommation. Puis vous savez, ce genre de criminels-là, les polytoxicomanes, là, ils tombent en amour comme tout le monde. Mais la plupart du temps, ces gens-là, ils tombent en amour avec qui? C'est des gens qui font des meetings AA, des meetings NA, des meetings CA, tout ce qui finit en A, là, tous les meetings qui finissent en A, ils les font tous. Puis souvent, ils vont rencontrer quelqu'un dans le cadre de ces meetings-là. Donc, ils vont rencontrer quelqu'un avec qui ils ont une affinité, parce que c'est quelqu'un qui est un toxicomane ou une toxicomane, qui peut les comprendre, qui peut les aider, puis qui va les aider à cheminer. C'est vrai, mais en même temps, il y a un risque, parce que ben, 2 ex-toxicomanes ensemble, on augmente le risque. Mais souvent, ces gens-là vont avoir ce parcours-là. Au niveau de la récidive, c'est sûr que tant qu'il n'y a pas de consommation d'intoxicants, le risque de récidive est très, très faible. Mais s'il y a un retour vers la consommation, c'est sûr qu'il va y avoir un retour vers un âge délictuel, puis ultimement un retour en milieu correctionnel. Notre 4e type est le délinquant accidentel. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un délinquant accidentel? Un peu votre histoire? Exactement, vous mettez le doigt dessus. Un délinquant accidentel, c'est quelqu'un pour qui le délit est un accident de parcours, est un accident dans sa vie. Il n'y a rien qui prédestinait ces gens-là à commettre un crime. Et souvent, le délinquant accidentel, on va le retrouver. Souvent, ça va être des gens qui vont purger de très longues sentences. Souvent, les crimes conjugaux, ça va être des délinquants accidentels. Tu sais, on dit, voyons donc, c'est un père de famille, il a 2 enfants, il est arrivé chez eux un vendredi soir, il a tué sa femme. Ça fait 20 ans qu'il travaille à la même place. C'est comme un accident dans leur vie. Donc, au niveau psychologique, c'est des gens comme vous tous, là, des citoyens normaux, qui malheureusement pètent un plomb puis commettent un crime. Puis souvent, c'est un crime très, très grave. Au niveau de leur comportement institutionnel, c'est sûr que ce ne sera pas des cas problèmes. Ce sont des gens qui vont être conformistes. Ce sont des gens qui vont être malheureux dans l'univers correctionnel parce qu'ils ne sont pas dans leur univers. Et ce sont des gens qui vont aimer discuter avec les membres du personnel, sauf 2 catégories d'employés qui veulent leur parler, mais pas trop longtemps. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ça serait qui ces 2 genres d'employés-là, que ces gens-là, qui sont des gens, des monsieur, madame, tout le monde, avec qui ils veulent parler, mais pas trop? Les ALC, peut-être?
Exactement. Les agents de libération conditionnelle puis les psychologues. Pourquoi? Parce que ces délinquants-là accidentels, là, ils se considèrent comme quelqu'un de normal. Donc, le crime est un accident dans leur vie. Et l'agent de libération conditionnelle, puis les psychologues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, à un moment donné, on va aller gratter sur le bobo, là. On va aller gratter sur le délit. Et ça, ils n'aiment pas ça, parce que ça leur envoie une image d'eux pour laquelle ils sont complètement en réaction. Là. C'est OK, oui, j'ai fait ça, mais c'est la seule affaire que j'ai faite dans ma vie, c'est une erreur, tout ça. Donc, puis, vous savez, on peut considérer que c'est une erreur, mais il faut quand même amener ces gens-là, puis je vous parle en connaissance de cause, parce que moi, je le lis dans le front, cette étiquette-là. Là. Il faut qu'il y ait une ouverture à un moment donné qui se passe pour qu'on puisse parler du délit, qu'on puisse assumer ce crime-là, parce que si on fait juste l'enfoncer dans la vie de ces gens-là, puis on ne l'aborde pas avec eux autres, parce qu'en lui disant ça les ébranle trop, ben on ne les aide pas parce qu'il n'y a pas de réflexion par rapport au mal qui a été commis. Et au niveau institutionnel, bon, c'est des gens qui sont pas problématiques, là, qui ne sont pas impliqués dans le trafic institutionnel, qui n'auront pas de rapport d'offense, qui vont avoir des relations cordiales avec les membres du personnel. Et souvent, vous l'avez sûrement entendu dans vos milieux, quand que les gars vous disent ou les filles vous disent « Ah, lui, c'est un citoyen ». C'est parce que c'est un délinquant accidentel. Ce n'est pas quelqu'un qui a un profil criminel comme les autres, ne connaît pas tellement ce milieu-là. Donc, c'est un citoyen parce qu'il pense comme un citoyen. Au niveau de la réinsertion sociale, bien évidemment, ça va être de la soie pour un agent de libération conditionnelle. Là, quand ils ont un délinquant accidentel, ils sont bien contents parce que là, ces gens-là vont travailler, vont faire leur vie, puis ils ne retourneront pas en prison. Là. Il y aura pas de... C'est sûr qu'il faut surveiller certaines choses au niveau des risques que ces gens-là peuvent représenter dans une situation similaire. Mais s'il y a une réflexion qui est faite, il y a très peu de chances que ces gens-là recommettent un délit dans leur vie. La 5e catégorie est le délinquant occasionnel. Un délinquant occasionnel, là, vous savez, là, c'est souvent dans les milieux carcérales, là, les délinquants occasionnels, c'est le ticoun de la wing. Le délinquant occasionnel, là, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu souvent défavorisé. Qui n'a pas un très haut niveau d'éducation. Puis même que dans le milieu de vie de ces gens-là, l'éducation n'est pas quelque chose de valorisé. Donc, c'est des gens qui viennent de milieux dysfonctionnels, pas nécessairement des gens qui ont subi des sévices au niveau physique, mais qui viennent de milieux qui sont dysfonctionnels, qui ne sont pas très proactifs. Souvent, c'est des milieux pas très privilégiés. Souvent, c'est des gens qui vont promener de familles qui vivent de l'aide sociale, tout ça. Donc, c'est un petit peu leur profil. Et le délinquant occasionnel, bien, c'est le petit voleur. C'est la personne qui va profiter de l'occasion. Un délinquant occasionnel, là, vous stationnez votre auto pour 2 minutes, vous rentrez dans le dépanneur, vous laissez votre sac à main sur le siège, il passe à côté de votre auto, la porte est débarrée, il ouvre la porte, il prend le sac à main et il s'en va avec. Il y a un sac à main qui est là, je le vole. C'est des gens qui vont faire du petit trafic, des petits crimes. Et souvent, ces gens-là sont très mal servis par le système de justice. Ces gens-là rentrent dans une catégorie, vous savez, dans notre système de justice, là, il y a un aspect qu'on appelle le plea bargaining. Vous savez, les procureurs de la couronne, là, ils ont un paquet de dossiers SODP à régler le matin quand ils arrivent à la cour. Puis les avocats de l'aide juridique ont un paquet de dossiers SODP à régler à la cour. Et ces deux catégories d'avocats sont payés au volume. Donc, plus tu règles de dossiers, plus que tu récoltes de l'argent. Donc, le procureur de la couronne va rencontrer le procureur de la défense. Ils vont dire, bon, Richard, on va dire Richard Martineau. Richard Martineau, il est accusé de 2 vols d'auto, une introduction par infraction, puis une possession simple de cannabis. OK. Bon, on fait quoi à matin? Bon, écoute, s'il plaide coupable, c'est 4 chefs à matin, on lui donne 9 mois, c'est fini. Fait que là, l'avocat de la défense s'en va voir son client. Il dit, écoute, la couronne, à matin, il t'offre 9 mois, là. Il faut que tu le prennes, là, parce que si tu ne le prends pas, il faut aller en procès, tu vas te ramasser avec une peine de 2 ans et demi aux peines. Tu es mieux de le prendre, c'est un bon deal le matin. Le juge est de bonne humeur. Puis là, le gars, il regarde son avocat et il dit, ouais, mais il dit, l'introduction par infraction, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai jamais été là de ma vie. Et là, l'avocat, il répond, ça va compter pour les fois que tu t'es pas fait pogner. Puis là, qu'est-ce qu'il fait, notre délinquant? Il accepte le deal.
Parce qu'il ne veut pas avoir 2 ans de prison. 9 mois, c'est correct, il va faire 3 ou 4 mois, puis s'il est fin, il va sortir. Puis là, le problème, c'est quand il arrive en milieu correctionnel, puis que l'agent aborde sa criminalité, puis là, il dit à l'agent, pas moi qui ai fait ça. Ah, tu as plaidé coupable. Il va pas me faire grand un matin que c'est pas toi, là. Puis même s'il explique à l'agent ce qu'il a fait avec l'avocat, l'agent ne croira pas. Tu as plaidé coupable, il faut que tu assumes le crime. Donc, c'est des gens qui ne sont pas chanceux. Puis dans l'univers correctionnel, ben, c'est des gens qui vont se tenir avec des gens qui sont comme eux, donc des petits délinquants, des petits malfrats, et qui ne seront jamais, ils sont pas respectés par les plus grands criminels, si je peux dire ça comme ça. Puis par le personnel, ben, c'est des gens qui vont être impliqués dans des petits crimes, dans des petites magouilles institutionnelles. Mais ce n'est pas des gens qui vont créer beaucoup de remous en prison. Vous ne verrez jamais un délinquant occasionnel à la tête d'un émeute dans une prison. Vous ne verrez pas ça. Lui, il va se cacher en dessous de son lit. C'est là que vous allez le trouver, mais il n'ira pas casser des affaires dans la prison. Et au niveau de leur réinsertion sociale, qu'est-ce qui fait que notre délinquant occasionnel va arrêter de commettre des délits et ne retournera pas en prison? Il y a un élément, là, c'est l'élément magique. Si ça arrive dans sa vie, c'est fini sa criminalité. Une bonne question. On dirait que c'est l'écœurantite aiguë, peut-être. Non, c'est pas ça. Je vais vous le dire. Là, je veux pas que... Pardon? Il va se marier. On n'est pas loin. Je vous dirais que la meilleure affaire qui pourrait arriver à notre délinquant occasionnel, là, notre petit bum là, qui fait des petits crimes, là. Puis là, choquez-vous pas, mesdames, là, ça serait qu'il rencontre une matante. Une femme un petit peu plus vieille que lui, qui décide qu'elle va l'aider, elle, le petit Jean-Guy. Elle va l'aider, moi, à s'en sortir, Jean-Guy, moi. Je vais le prendre chez nous, puis, tu sais, puis il est cute. Jean-Guy, à part de ça, c'est un beau petit gars, tu sais, puis il est plus jeune que moi. Et ça, là, quand ça arrive dans la vie de Jean-Guy, puis là, Jean-Guy dit à son agent, écoute, j'ai rencontré Huguette. Ah ouais? Oui, oui, on est tombé en amour. Puis là, l'agent se renseigne sur Huguette. Elle a quel âge, Huguette? Puis là, elle se rend compte que Huguette est un petit peu plus vieille que Jean-Guy. Et là, l'agent de libération conditionnelle s'assoit sur sa chaise et dit, je suis en business. Parce que Huguette, là, ce qu'elle va dire à Jean-Guy, là, t'es mieux d'être tranquille. Là. Je ne veux pas que tu retournes en prison. N'oublie pas, hein? Je la connais, ton agent. Fait que si tu fais des niaiseries, je vais l'appeler. Fait que l'agent est contente parce que Jean-Guy se retrouve avec un agent dans son salon. Il n'y a plus de danger. Jean-Guy, puis en même temps, je vous dirais que ça serait positif pour Jean-Guy. Parce que ça va lui permettre, il va avoir quelqu'un qui va prendre soin de lui, qui va l'aimer, qui va partager sa vie, puis qui n'abusera pas de lui, puis qui va l'aider à faire des choix plus positifs. Donc, ça peut paraître négatif au départ, ce que je vous dis, là, ma tante Huguette, là, mais dans la vie de ce gars-là, si ça arrive, bien, il va être heureux, puis il ne retournera peut-être jamais en prison. Notre dernière catégorie, ma catégorie favorite. Puis là, quand je dis ça aux gens, les gens disent toujours, toi, Daniel, tu as un problème de santé mentale. C'est les délinquants aliénés. Donc, un délinquant aliéné, je n'aurais pas besoin de vous expliquer longuement ce que c'est. Pour ceux qui ont travaillé au CRSM, vous en avez rencontré quelques-uns. C'est un délinquant qui est atteint d'une lourde problématique de santé mentale. Donc, on parle de schizophrénie, d'une maladie lourde là, au niveau de la santé mentale, qui fait que ces personnes-là ont beaucoup de difficultés à fonctionner dans la société normale, qui doivent être médicamentées, qui doivent être suivies en psychiatrie. Donc, c'est des gens qui représentent un défi quand ils se retrouvent en établissement parce que c'est des gens qui ont une lourde problématique, donc qui demandent beaucoup de soins, qui demandent beaucoup d'intervention. Et c'est des gens qui, malheureusement, quand ils arrivent dans le système, vont être pris dans ce système-là parce que c'est des gens qui n'ont pas les capacités intellectuelles pour répondre aux attentes du système. Les attentes du système sont faites pour la moyenne des gens. Si quelqu'un qui arrive là avec une grosse problématique de santé mentale ne pourra pas répondre aux attentes, les programmes, il ne sera pas capable d'en faire parce qu'il n'y a pas assez de compréhension. Des fois, ils ont beaucoup de difficultés au niveau de l'écriture, au niveau de la compréhension. Donc, ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour faire ce que le système s'attend d'eux au niveau de la performance. Donc, c'est des gens qui, malheureusement, vont rester très, très longtemps en prison, qui vont être surveillés sur de longues périodes.
Au niveau de la récidive, je dirais que ce n'est pas exponentiel au niveau de la récidive de ces gens-là parce que souvent, quand ils vont sortir de prison, ils vont être placés dans un milieu adéquat où ils vont être pris en charge. Donc, il va quand même avoir un filet de sécurité autour de ces gens-là. Mais c'est des gens pour qui, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'empathie parce que c'est des gens qui arrivent dans un système où, puis vous savez, une prison, c'est un endroit où on enferme des gens qui ont commis des crimes. Le premier aspect de la prison, c'est la punition. Quelqu'un qui a une maladie mentale a besoin de soins, n'a pas besoin d'être puni, même s'il a commis un crime. Un malade, on envoie ça dans un hôpital. On n'envoie pas ça dans une prison. Malheureusement, c'est les limites de notre système qui font en sorte que certaines de ces personnes-là se retrouvent dans des univers correctionnels. Puis je tiens à signaler que le service correctionnel a fait quand même des efforts considérables au cours des 20 dernières années pour aménager des établissements, aménager des programmes. Il y a eu beaucoup d'embauches de personnel qui sont plus dédiés aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mais malheureusement, c'est encore un enjeu important pour notre système. Puis je vous dirais, au niveau de la santé mentale, c'est un enjeu pour le système carcéral, mais c'est également un enjeu pour tous les organismes communautaires. Écoutez, moi, j'ai travaillé avec des gens en situation d'itinérance durant les 7 dernières années. Et j'ai vu la courbe de santé mentale qui était à peu près là quand je suis arrivé dans ce domaine-là, qui est montée comme ça, d'une façon exponentielle. Vous savez, moi, je fais encore des corps de travail à la mission de Bury, des fois sur appel. Là. Et des fois, je rentre là et je me dis, mon Dieu, ce n'est pas un refuge pour itinérants, c'est un hôpital psychiatrique. Des gens qui parlent seuls, des gens qui ont des comportements complètement inadéquats. C'est terrible. Puis avec ça, on mêle toute la consommation d'intoxicants, donc ça fait des mélanges explosifs et c'est très difficile d'aider ces gens-là dans des milieux comme le milieu de l'itinérance parce qu'on a peu de moyens pour les aider. Vous savez, dans un refuge pour itinérants, là, il n'y a pas un psychologue qui a un bureau. Là. Puis référer quelqu'un en psychiatrie ou dans un service spécialisé, il faut que tu sois très déterminé parce que c'est la clientèle qui passe en dernier de la file, là, parce que les médecins n'aiment pas ça avoir des itinérants dans leur bureau. Là. Juste pour vous donner un exemple, vous savez, les services d'urgence, les ambulances, dans la région de Montréal, la plus grande endroit où il y a une population itinérante à Montréal, c'est dans le centre-ville. Donc, quand il y avait des appels d'urgence avec les services ambulanciers, bien, les ambulanciers transportaient les gens dans les hôpitaux du centre-ville. Donc, les hôpitaux du centre-ville recevaient toujours les populations en situation d'itinérance. Donc, ce qu'ils ont fait durant les dernières années, ils changent à toutes les fins de semaine. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un en situation d'itinérance qui est pris en charge par des ambulanciers en fin de semaine, il va être transporté au CHUM. Si le problème de santé se répète la semaine prochaine, il va être transféré à l'hôpital juif. S'il se répète la semaine d'après, il va être transféré à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, il n'y a jamais de suivi qui est fait parce qu'il est toujours dans un hôpital différent. Donc, ces gens-là tombent dans les cracks du système, malheureusement. Donc, vous savez, quand quelqu'un entre en prison, le parcours de la prison, il y a différentes étapes. Ça, c'est inspiré de différents chercheurs, là, puis de mes recherches personnelles. Là. Il y a l'étape de l'adaptation, il y a l'étape de l'intégration, il y a l'étape de la préparation, du retour en communauté et l'étape de la post-incarcération, donc après que le mandat soit terminé, quand il se termine un jour. Puis vous savez, la phase, l'adaptation, c'est quand la personne est dirigée vers le centre régional de réception, où on le décortique, on l'analyse, on lui fait passer des tests, tout ça. Puis après ça, il est dirigé vers son établissement d'accueil, où il va vivre une période d'intégration. Donc, c'est là qu'il va apprendre comment se comporter, comment s'adapter à l'établissement dans lequel il arrive. Mais malheureusement, vous savez, on prend quelqu'un qui n'a jamais fait de prison. Puis son établissement d'intégration, c'est, on va dire, on prend un établissement au hasard, c'est Cowansville. Bon, cette personne-là qui n'a jamais fait de prison arrive à Cowansville et il va s'adapter à l'environnement dans lequel il est. Donc, il va vivre comme un détenu de Cowansville. Il va s'adapter aux règles de cet établissement-là, de la façon de fonctionner. Et quand ce monsieur-là va bénéficier d'un transfert
soit vers un niveau de sécurité supérieur ou de sécurité moindre, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter avec lui toute cette intégration-là qu'il a vécue. Donc, et souvent, vous l'avez sûrement entendu, là, pour ceux qui travaillent au fédéral, là, les gars se vantaient d'avoir fait du maximum. Là, puis dire, moi, j'ai été à Donut 3 ans, là, puis ils sont comme fiers de ça parce qu'ils ont passé à travers quelque chose de difficile. Là. Donc, toutes ces choses. Puis ce qu'on voit quand les gens passent d'un niveau de sécurité à l'autre, c'est qu'il va y avoir une période ils vont subir une période d'adaptation parce qu'il y a des changements d'un établissement à l'autre. Ça fonctionne à peu près tout pareil au niveau des horaires, mais au niveau des mentalités, au niveau du rapport entre les gardiens et les gardés, il y a des différences. Puis je vais vous donner un exemple. Moi, je suis rentré à Archambault en 1982. J'ai été détenu 7 ans à l'établissement Archambault. Et en 1989, on m'a transféré au Centre fédéral de formation, qui à l'époque était une institution à sécurité moyenne. Archambault, c'est un maximum. Et comment ça fonctionnait? Tu es un détenu, tu ne parles pas aux gardiens, les gardiens ne partent pas, ce sont des ennemis, on est des camps ennemis, on ne parle pas aux gardiens, puis c'est tous des écœurants, puis nous autres, on est tous des écœurants pour eux autres, puis ça marche de même, on ne leur parle pas. Moi, j'ai commencé à faire de la prison dans cette prison-là. Donc, pour moi, la prison, c'était cette prison-là. Toutes les prisons fonctionnaient de la même façon. Et là, on me transfère au Centre fédéral de formation. Puis s'il y en a qui ont déjà été, vous savez, les pavillons, là, tu rentres, il y a une guérite, puis il y a des escaliers de chaque côté. Et là, j'arrive là, puis là, ils me disent, vous en allez dans le pavillon AB, on va dire. Puis là, j'arrive dans le pavillon, puis là, la guérite est ouverte. Le gardien est assis derrière son contrôle, les 2 bottines sur le bureau. Puis il me dit, tu t'en vas dans la wing en haut, là, dans celle-là, 8. OK. Puis là, moi, j'arrive dans la rangée, puis là, il y a un gars que je connaissais qui était là. J'ai dit, hey, il va se passer de quoi ici? Il dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ai le garlot, là, avec la porte ouverte, là. Il y a quelqu'un qui va l'essayer, c'est sûr. Il dit, non. Je commence ça. Ben, il dit, ça marche pas de même ici. Je commence ça marche pas de même ici. Yes. Il est tout seul, il n'y a pas de gun, puis il n'y a personne qui va l'essayer. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je suis rendu une place de fou. Puis là, il m'envoie à la lingerie pour aller chercher mes trucs. Puis là, il me donne un couteau normal. Là, le gars, il a détenu comme ça. J'ai dit, hey, tu veux que je me ramasse dans le trou à soir, toi? Il dit, comment ça? Mais pourquoi tu me donnes ça? On n'a pas le droit d'avoir ça. Il dit, oh, tu as le doigt ici. Voyons donc, toi, j'ai le doigt ici. J'ai jeté le couteau. Parce que c'était pas normal pour moi. Et je vous dirais que ça m'a pris environ un bon 5 mois pour m'adapter. Pendant 5 mois, la seule chose que je disais, je veux retourner à Archambault. Parce que pour moi, c'était cet univers-là qui était normal comme univers carcéral. Donc, les gens qui vont passer d'un niveau de sécurité différent vont avoir à s'adapter à ces niveaux-là constamment. Donc, des fois, ils ont des comportements qui sont complètement inadéquats, mais ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est à cause qu'il n'y a pas d'intégration qui se fait dans ces milieux-là pour ces gens-là qui vivent des changements importants. Bon, écoutez, on arrive dans une partie un petit peu moins... j'ai vu des petits sourires tantôt. Là. Vous savez, dans un établissement de détention, qu'il soit fédéral, provincial, municipal, là, il y a un paradoxe très, très important qui est le paradoxe de la cellule. Vous savez, la cellule dans une prison, c'est le pire endroit parce que c'est l'endroit où on enferme les gens, où on les isole du reste de la population. Mais c'est en même temps l'endroit le plus sécuritaire dans une prison. Parce que quand une personne incarcérée est enfermée dans sa cellule, elle est à l'abri de tous les dangers que représentent ces milieux-là. Et lorsque la porte ouvre, tous les dangers sont à l'horizon. Donc, c'est un paradoxe. Vous savez, en prison, il y a plusieurs paradoxes comme ça. Entre autres, vous savez, le cadre. Généralement, les personnes incarcérées vont être en réaction par rapport au cadre dans lequel ils sont détenus. Mais en même temps, ce cadre-là les sécurise. Puis moi, je travaille avec des personnes qui ont été incarcérées. Puis le paradoxe que je vois, c'est que autant ils rejettent le cadre, autant ils ont besoin d'un cadre dans leur vie, parce que ça fait partie presque de leur ADN d'avoir vécu dans ces milieux-là très
compartimentés dans le temps, dans l'espace. Et c'est des gens, quand ils se retrouvent souvent en milieu de travail, en communauté, ça va être de très bons employés. Ils n'arriveront jamais en retard. Ils vont respecter les pauses. C'est des gens qui sont très structurés dans le temps. Donc, c'est un avantage qu'ils peuvent retirer de la prison. Maintenant, je vais vous citer quelques phrases de détenus. C'est tiré de textes que j'ai trouvés sur c'est un organisme qui s'appelle Prison Insider. Prison Insider, ce qu'ils font, c'est que c'est un organisme international qui font de la recherche sur le phénomène d'incarcération à l'échelle internationale. À chaque année, ils produisent un rapport dans lequel il y a des photos, des témoignages de gens, ils parlent des conditions de détention dans les différents pays, comment ça se passe. Et des fois, ils font des trucs spéciaux. Puis, vous savez, il y a une chose qu'on aborde très peu dans le domaine de la criminologie, puis même en établissement, on ne parle pas de ça. Pourtant, c'est l'essence même de ce que représente une prison, c'est l'enfermement. Si vous avez ce qui m'a toujours étonné, il n'y a pas de cours dans le cursus criminologique où on parle de l'enfermement. Parce qu'on a de la difficulté à comprendre ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. Je peux vous emmener dans une prison, puis vous embarrer dans une cellule pendant une demi-heure, puis vous dire, puis, comment tu trouves ça? Ben, c'est pas le fun, mais vous savez que la porte va ouvrir dans 15 minutes. Quand que vous êtes une personne incarcérée puis qu'on vous met dans une cellule, des fois, puis il y a un incident, il y a quelque chose, la porte ferme, puis on ne sait pas quand est-ce qu'elle va ouvrir. Donc, laissez-moi vous citer quelques brides de témoignages de détenus qui ont vécu, entre autres, ce qu'on appelle en anglais le lockdown. Là, c'est un deadlock. Là, en français, on appelle ça un deadlock, donc où on enferme les gens. Le clic qui déclenche un moment de panique et le sentiment d'être pris au piège. Le clic qui signifie que vous êtes à présent enfermé dans votre cellule sans pouvoir rien y faire. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être enterré vivant. Assis sur mon lit, je réfléchis et m'inquiète de plus en plus. Je suis submergé par une vague d'émotions qui menace de m'emporter. Je suis déçu que ma routine habituelle soit perturbée. Je suis en colère parce que brutalement, je ne peux plus échanger avec ma famille et mes proches. La seule nourriture que nous allons recevoir pendant une semaine sera froide, sera composée de saucisses et de substituts de fromage. Si ma famille appelle à la prison parce que je ne communique plus avec eux, on ne leur donnera aucune information sur ce qui se passe. Je vais devoir attendre 72 heures avant de pouvoir prendre une douche. Nous allons être fouillés intégralement et nos cellules aussi vont être fouillées. On ne sait pas ce qui peut être embarqué pendant la fouille des cellules. Souvent des photos ou des lettres, des choses qui me rappellent mes proches ou ma famille, ou alors mon short favori, mon t-shirt de sport ou une casquette. Tout ce qui m'apporte de la sérénité ou des choses insignifiantes en apparence, comme un stylo particulier avec lequel j'écris à une personne importante pour moi. Des choses qui ne semblent pas importantes lorsque nous en parlons, mais qui ont une valeur sentimentale pour un prisonnier. Ma plus grande inquiétude est de perdre mes timbres. Ils servent de monnaie en prison et perdre ma réserve secrète de timbres équivaut à la perte d'une assurance vie dans le monde libre. Tous ces objets ont une grande importance personnelle. Ils me permettent de supporter chaque jour supplémentaire en prison et de ne pas me sentir comme un détenu, mais comme une personne normale. Être enfermé dans une minuscule cellule avec quelqu'un d'autre signifie qu'il va falloir faire avec toutes ses manies
et ses excentricités, s'habituer à son odeur corporelle et à l'odeur quand il va aux toilettes. Je vais avoir beaucoup à supporter, en particulier de la part du personnel de la prison. Le personnel travaille plus dur pendant le lockdown. C'est pesant ou énervant pour certains. Ils reportent leurs émotions sur les prisonniers. Pour d'autres, le lockdown est une bonne nouvelle parce qu'ils ont l'occasion d'être plus agressifs que d'ordinaire. Pour eux, c'est parfois l'occasion de parler aux détenus et de les traiter comme du bétail et d'essayer de vous arracher le droit inaliénable d'être traité comme un être humain. Je vais subir une fouille complète. Je me retrouve nu face à l'officier qui me dit d'ouvrir la bouche. Il regarde derrière mes oreilles. Il me demande de soulever mes parties génitales. Il m'ordonne de me tourner, de me pencher pour pouvoir regarder mon rectum. Puis il me dit de m'accroupir et de tousser. 45 minutes plus tard, on me ramène à ma cellule qui a entièrement été fouillée. On dirait qu'elle a été vandalisée. Le surveillant a embarqué des photos de sa fille qu'il n'a pas vue depuis 4 ans et qui doit la regarder grandir d'une photo à l'autre. Je me sens plus en sécurité dans ma cellule avec une seule personne que dans le bloc avec 100 ou dans la prison avec 1000. Être prêt à gérer la réalité de la violence perpétuelle. Être prêt à l'incertitude de la vie quotidienne en prison. C'est ce qu'est la prison. Pour moi, ce clic qui me précipite dans un lockdown et m'en extirpe renvoie au pire sentiment du monde qui hante mes rêves jour et nuit. Il me rappelle ma situation. Il me rappelle à quel point ma vie est fragile et le peu de contrôle que j'ai sur elle. Il se moque de moi, se rit de moi. Je trouvais ça important de vous transmettre ces paroles-là parce que, vous savez, vous êtes là de jour, vous, puis vous quittez à 4 heures, généralement, votre travail. Les détenus restent derrière vous. Puis je suis persuadé qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent à certains de leurs élèves, qui disent, bon, comment est-ce qu'il va gérer ça? Tu sais, il y a eu une mauvaise nouvelle, il y a eu ci, il y a eu ça. La réalité de la prison, c'est ça aussi. Hein? C'est ce côté sombre de la prison qu'on ne voit pas quand on y travaille parce qu'on est là le jour. On n'est pas là le soir, on n'est pas là la nuit, on n'est pas là les week-ends. Vous savez, une journée en prison, là, qu'on soit le 11 mai ou le 25 décembre, c'est la même chose. C'est la même routine. C'est la même réalité. Il n'y a pas de différence. Évidemment, quand on parle d'univers carcéral, on parle de rapport entre les détenus et les gardiens. Vous savez, chaque groupe, là, puis c'est inhérent aux prisons. C'est sûr qu'il y a des choses qui s'améliorent, puis c'est pas tout le monde qui est complètement méchant d'un côté comme de l'autre. Heureusement, il y a des nuances à apporter. Mais en général, chaque groupe a une image négative de l'autre. Les agents peuvent considérer les prisonniers comme des manipulateurs qui sont dangereux, qui sont imprévisibles, tandis que les détenus vont percevoir les gardiens comme des gens insensibles, abrutis, tyranniques. Mais ça fait partie, ce mécanisme-là de regarder l'autre de cette façon-là, fait partie d'un mécanisme de survie que les gens qui sont incarcérés doivent développer pour survivre à la prison. Mais pas seulement les gens qui sont en prison, les gens qui y travaillent aussi doivent développer des mécanismes de survie. Et là, je ne parle pas de vous comme professeur, mais je parle des gardiens là, qui vivent le quotidien. Puis vous savez, il y a des mots qui sont importants. Vous avez déjà entendu parler des gardiens dire « Moi, je fais mon temps. Il me reste 5 ans à faire.
Ils parlent comme s'ils géraient leur sentence. Pourtant, c'est un travail qu'ils font, mais ils s'adaptent parce que c'est un milieu dans lequel tu entends juste parler de ça, de temps. Puis vous savez, je veux insister sur la manipulation parce que c'est souvent un terme qu'on va utiliser dans les milieux correctionnels. Souvent, ça va revenir. Hein? Faites attention, c'est des manipulateurs, ils vont essayer de vous manipuler. Puis moi, avec mon expérience d'intervention dans différents milieux, j'ai compris quelque chose. La manipulation, qui au départ est quelque chose qu'on considère comme négatif. Puis c'est vrai que quelqu'un qui est manipulateur, ben c'est négatif d'être manipulateur. Par contre, pour des gens qui vont vivre l'incarcération, pour des gens qui vont vivre dans la rue, pour des gens qui vont vivre des problématiques particulières, la manipulation pour eux, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Parce que cette manipulation-là va les aider à survivre à leurs difficultés, à leur milieu. Donc, quand nous, on perçoit la manipulation comme quelque chose d'extrêmement négatif parce que quelqu'un essaie de nous manipuler, il faut toujours se poser la question, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il cherche vraiment là-dedans? Puis souvent, ça va être, on va le voir venir là, avec, comme s'il y avait un cheval avec des grelots dessus, là. Mais il faut s'arrêter des fois et dire, pourquoi il fait ça? Puis si on a un bon lien avec la personne incarcérée qui est devant nous, on peut lui poser la question. Regarde, tu essaies de manipuler un matin. Qu'est-ce que tu veux au juste? Là? Ah, tu n'as pas étudié, tu veux reporter ton examen? OK. Au lieu de me faire croire que tu as mal à la tête, tu ne fais le pas matin. Tu sais, il faut des fois aller gratter. Mais pour se permettre d'aller gratter, il faut avoir un lien de confiance significatif avec la personne. Puis ça se construit avec le temps. Il n'y a pas de cours pour avoir un lien de confiance. Ça se passe comme ça. Et vous savez, la prison, c'est un milieu qui est très monotone. Puis il y a une chose qui est très, très importante en prison. Un mot que vous entendez continuellement dans vos milieux de travail, le temps. On gère le temps, on fait son temps. Et le temps est un moyen, pour les autorités correctionnelles, c'est un moyen de contrôle. On mange de telle heure à telle heure. On sort dans le cours de telle heure à telle heure. On va à l'école de telle heure à telle heure. Et c'est excessivement rare qu'on va déroger à l'horaire. Le seul moment où on va déroger à l'horaire qui est ancré dans le béton, c'est quand il va y avoir une situation d'urgence. À ce moment-là, on va déroger à l'horaire. Mais s'il n'y a rien, on va continuer l'horaire. Puis ce temps-là est un instrument de contrôle pour les autorités correctionnelles et ça, chez les détenus, c'est un sentiment de sécurité. Parce qu'ils savent qu'ils vont manger à 11h30. Ils savent que le courrier va être livré à telle heure. Ils savent que la porte va ouvrir à telle heure. Donc, ça devient pour eux autres une sécurité. Puis si vous avez déjà vécu ce genre de situation-là dans un pénitencier où la sortie de cours devait être à midi, puis il est rendu midi et 20, puis les portes sont pas ouvertes, il va y avoir du bruit dans la prison. Les détenus vont brasser parce qu'ils ne savent pas pourquoi c'est retardé. Parce que c'est supposé d'être à midi. Il est rendu midi et quart. C'est pas normal. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le temps, puis on entend constamment parler, je fais mon temps, j'ai hâte de finir mon temps, le temps, c'est important, puis je perds mon temps, parce que souvent, les gens en prison ont l'impression de perdre leur temps. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais ce n'est pas vrai. Parce que vous savez, souvent, les personnes incarcérées vont avoir l'impression que le temps s'arrête. Vous savez, vous allez voir des messieurs de 40 ans qui vont vous parler de leur projet de sortie. Vous vous dites, mais mon Dieu, tu n'as plus 28 ans, tu en as 40, tu as le grand. Il faut que tu arrives en ville et arrives à ce que tu as aujourd'hui. Mais c'est parce que les personnes incarcérées ont l'impression que ce temps-là, c'est un temps d'arrêt, que le temps s'arrête. Puis le choc qu'ils subissent quand ils se rendent compte du temps qui a passé, c'est catastrophique. Parce que tout change. Vous savez, là, vous avez tous des téléphones cellulaires. Tout le monde a ça aujourd'hui. Puis moi, je suis persuadé que dans 5-6 ans, là, vous savez, on perd notre téléphone dans la maison, puis là, on le cherche. Dans 5-6 ans, on va l'appeler par son prénom, là, puis il va siffler. Il va nous dire où ce qui est. Fait qu'on ne le cherchera même plus, il va nous appeler lui-même. Mais vous prenez quelqu'un, là,
qui est en prison depuis 20 ans, là, il n'a probablement jamais vu de téléphone cellulaire. Fait que quand il va sortir de prison, là, il faut qu'il s'adapte rapidement parce que tout le monde a ça. Tu n'es pas capable de téléphoner avec un cellulaire, tu es bien sans dessin. Je vais vous raconter une anecdote. J'accompagne un groupe de détenus qui va faire des travaux communautaires. Ils sont 4 détenus. Ils s'en vont peinturer dans un organisme communautaire, là, parce que l'organisme communautaire, ça coûte juste la peinture. La main-d'œuvre est gratuite. Puis moi, en géographie, je suis nul. S'il y a un prof de géo là, qui veut m'aider dans la salle, là, je suis preneur. Moi, je me perds tout le temps. Fait que ça me prend absolument un GPS. Fait que je me présente à l'établissement. L'établissement me prête un camion. Et là, les 4 gars sortent avec moi, puis je les amène pour aller faire les travaux communautaires. Et le gars qui s'assoit à côté de moi, il me voit manipuler mon GPS. Puis là, il me dit, c'est quoi ça? Ben, c'est un GPS. Mais ça sert à quoi? Ben, je dis, ça va nous dire où aller, là, puis quel chemin prendre. Je dis, oui, regarde bien, mais qu'on parte, la madame, elle va nous dire, tourne à gauche. Là, tu sais. Fait que là, on part, puis là, la machine se met à parler. Une jolie voix de demoiselle. Puis là, le gars, il regarde ça, il dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, la machine a dit, tourne à droite. Puis là, moi, je tourne à gauche. Je fais exprès. Et là, la machine me dit, à la prochaine intersection, faites demi-tour sans infraction. Et là, il me regarde, il dit, elle t'a dit de ne pas pogner de ticket. Écoutez, je pensais qu'il voulait l'inviter à souper. Parce qu'il est resté devant le GPS pendant tout le trajet. Il trouvait ça extraordinaire. Il dit, ça n'a pas de bon sens, c'est plugué où, ça? Ben, dans l'allume-cigare. Chris, ça marche avec les cigarettes. Il était complètement perdu. Et même moi, je vous dirais, vous savez, quand on est une personne incarcérée, à chaque fois qu'on va aller rencontrer un membre du personnel, ils vont valider si c'est vrai ce qu'on dit. Puis ça, on le sait. Même si ils ne nous disent pas, je vais valider l'information que tu me donnes, mais on le sait qu'ils vont le faire. Moi, quand je suis sorti de prison, quand je suis rentré, les cartes de guichet automatique n'existaient pas. Et quand je suis ressorti de prison, il fallait une carte de guichet automatique. Et à chaque fois que je mettais ma carte dans la machine, je me disais toujours, si la machine se trompe, ils vont croire la machine. Parce que moi, on ne m'a jamais cru. Donc, toutes ces petites choses-là qui, pour nous, sont tout à fait normales quand on vit dans la société, là, c'est normal qu'on manipule, qu'on soit confronté à ces choses-là. Mais pour quelqu'un qui est en prison, c'est tout à fait pas normal. Donc, la prison aussi, c'est un milieu de contrôle. Donc, on va contrôler les périodes de temps, les activités. On va tout contrôler. Donc, les personnes qui sortent de prison vont avoir besoin encore de ce contrôle-là. Vous savez, moi, là, quand je suis sorti de prison puis je me suis retrouvé en appartement pour la première fois, à chaque fois que je rentrais chez moi, je verrouillais la porte derrière moi. Je suis sorti de prison en 1999. On est en 2022. Puis mon copain me demande tout le temps pourquoi que je barre toujours la porte patio quand je rentre dans la maison. Parce qu'une porte barrée, c'est signe de sécurité. Mais ça m'a pris des mois à comprendre ça. Puis quand je me suis retrouvé en appartement la première fois, à 4 heures de l'après-midi, pendant des mois, je ne me sentais pas bien. Je ne savais pas pourquoi qu'à 4 heures de l'après-midi, je ne filais pas. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'à 4 heures, c'était l'heure du compte. Puis il me manquait quelqu'un qui venait surveiller, qui venait voir si j'étais là. Et il y a tout l'aspect aussi de l'idéalisation de la liberté. Vous avez sûrement entendu des discours de gens qui sont en prison et qui vous disent, quand je vais sortir, je vais faire ci, je vais faire ça. Toutes les personnes incarcérées font toutes la même chose. Moi-même, je l'ai fait. Jusqu'au jour où tu es confronté à la réalité, puis tu dis, OK, je ne peux pas vraiment faire ce que je voulais faire. Puis j'ai plus 20 ans, j'en ai 35 aujourd'hui, donc je vais reprendre ma vie où je l'ai laissée. Mais on a toujours le sentiment d'un retard à rattraper. Vous savez, moi, je suis sorti de prison à 35 ans. Je n'avais pas de poêle, pas de frigidaire, pas de char, pas d'appartement. Je recommence ma vie. Mais tous les gens avec qui je travaillais, qui avaient à peu près mon âge, il y en a qui avaient des maisons, il y en a qui avaient des enfants, ils avaient fait leur vie. Moi, je recommençais à 0 à 35 ans. Donc, il fallait que je pédale, puis il fallait que je pédale vite. Puis, malheureusement, quand les personnes sont incarcérées, on ne les prépare pas à cette réalité-là à laquelle ils vont être confrontés. Vous savez, ce matin, là,
une couple de fois, là, puis ce n'est pas un reproche, là, mais les oreilles m'ont frisé ce matin, une couple de fois. J'ai été enchanté d'entendre le mot sympathie à plusieurs reprises, là, que vous avez de la sympathie pour les gens avec qui vous travaillez. Mais il y a quelque chose qui m'a frisé un petit peu les oreilles. Puis si vous avez remarqué, depuis que j'ai commencé à vous parler, je vous parle de personnes incarcérées, je vous parle de personnes en situation d'itinérance. J'essaye d'éviter d'utiliser le terme détenu parce que c'est un terme qui est très fermé. On fait affaire avec un détenu, c'est un détenu. Ce n'est pas un détenu. Il est momentanément dans cette période de sa vie en détention. Mais ce n'est pas un détenu. Il s'appelle Luc, Martin, Stéphane. C'est un être humain qui a des enfants et il est momentanément en prison. Ça ne fait pas de lui un détenu. Ça fait de lui une personne incarcérée. Parce que vous savez, les mots qu'on utilise ont une charge importante. Vous savez, quand vous rentrez dans votre classe au pénitencier, là, vous êtes avec des élèves. Vous n'êtes pas avec des détenus. Et ça, là, c'est très important. Puis je vous dirais que ça, là, ça peut faire une différence. C'est sûr que c'est des milieux où on a tendance à utiliser ce vocabulaire-là parce que c'est le vocabulaire qui est utilisé dans le milieu. Mais il n'y a rien qui vous empêche de dire une personne incarcérée au lieu de dire un détenu. Parce que, puis vous savez, souvent, là, bon, ça, c'est la gang des voleurs. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas des voleurs. Ce n'est pas une gang de voleurs, c'est des gens qui ont commis des vols. Donc, le choix des mots qu'on utilise est important. Puis ça va changer la perception des gens avec qui on travaille aussi. Parce que moi, si je commence à dire, quand je vais travailler dans une ressource personnelle en itinérance, que c'est tous des clochards, bien, je les réduis à ça. Puis ils ne sont pas ça. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai racontée pendant la pause. Là. Il y en a peut-être qui l'ont entendu. J'étais avec une personne en situation d'itinérance dans mon bureau et je lui demande de se définir. Il me répond, ben, je suis un itinérant. Et là, je l'ai regardé et je dis, écoute, moi, j'ai devant moi quelqu'un d'intelligent, d'articulé, qui est capable de faire son budget, qui est poli, qui est propre, qui est musicien. Et là, je regardais, j'ai écoute, moi, je suis rendu à 6-7 qualificatifs, là, puis je ne suis pas encore rendu à itinérant. Arrête de te définir par ta situation actuelle. Tu n'es pas un itinérant, tu n'es pas un détenu, tu es là d'une façon momentanée à cause d'un événement X dans ta vie. Le choix des mots est important parce que ça peut réduire quelqu'un, puis ça peut y induire aussi qu'il n'est que ça. Puis vous savez, je suis persuadé que vos étudiants dans les établissements où vous travaillez ne pensent pas que parce que vous êtes un prof, vous êtes juste un prof, puis quand la cloche sonne, bien, ils vous embarquent dans le garde-robe de la classe, puis ils vous ressortent le lendemain matin. Vous en allez chez vous, vous faites autre chose, vous n'êtes pas juste ça dans la vie. Fait que si c'est bon pour nous, qui ne sommes pas juste ce que l'on fait, c'est bon pour les gens incarcérés aussi. Puis vous savez, on est comme ça dans la société. Hein? Je vous présente Robert, c'est mon voisin, il est plombier. Ah, Robert, il aime ça jouer dans la boîte, tu sais, il est plombier. Ben non, mais peut-être que Robert, il fait de l'aquarelle la fin de semaine. Il écrit peut-être des poèmes. Il n'est pas juste plombier. Mais dans notre société, on a tendance à utiliser ça. Écoutez, les séquelles de l'incarcération, les impacts, c'est des impacts qui vont durer à très, très long terme. Même quand les gens vont être en communauté. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans différents milieux, puis en particulier avec des personnes en situation d'itinérance, puis juste au niveau du langage, moi, je peux dire que cette personne-là a fait de la prison, puis cette personne-là n'a pas fait. Parce qu'au lieu de parler d'un dortoir, ils vont parler d'une wing. Puis au lieu de parler d'un intervenant, ils vont parler d'un agent. Donc, le niveau de langage qui est développé en prison, qui est adapté à la prison, quand les gens en sortent, il n'y a pas une coupure qui se fait là, au couteau. Là. Ils emportent avec eux ça, ce niveau de langage-là, puis ils emportent avec eux aussi des séquelles. Vous savez, moi, j'ai accompagné un monsieur qui a 73 ans, qui a fait 30 ans de pénitencier. Il était dans une ressource. On le soupçonnait de faire du trafic. Donc, il y a 2 intervenants qui ont été fouiller sa chambre. Et quand il est arrivé, le personnel est en train de fouiller sa chambre. Ils ont le droit, ça fait partie des règles. Mais lui, quand il a vu ça, là,
il leur a dit, vous prenez-vous pour des screws, vous autres? Donnez-moi mes affaires, je m'en vais d'ici. Il est parti. Dans la rue, on était au mois de février, il faisait -20, il a dormi une semaine dans un parc, dans une tente. Puis ça, c'est directement lié à un traumatisme qui vient de la prison. La fouille, aller fouiller dans ses affaires sans l'informer, sans lui demander la permission. Ça l'a ramené à des séquelles qu'il a vécues en prison. Puis il est parti. Puis, écoutez, je l'ai retrouvé au bout d'une semaine. Là. J'ai réussi à le mettre dans un logement. Là. Mais il a 73 ans, il a des problèmes de santé. Puis il couchait dans un parc à -20 dans une tente. Ça m'a pris une semaine à le trouver, mais j'ai fini par le trouver. Et un autre impact de l'incarcération, je vois le temps filer, là, je vais essayer d'y aller rapidement parce que je veux arriver à votre rôle extraordinaire. Je vais vous en parler de votre impact à vous. Vous savez, quand quelqu'un sort en libération conditionnelle, puis là, c'est principalement, là, je parle principalement des gens qui sont de niveau fédéral, parce qu'au provincial, ce n'est pas les mêmes règles. Mais une libération conditionnelle, c'est assorti de conditions. Et il y a deux genres de conditions. Il y a les conditions usuelles et les conditions spéciales. Est-ce que quelqu'un peut me dire, les conditions usuelles, il y en a 3, auxquelles tous les détenus en libération conditionnelle sont soumis. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi ces 3 conditions-là? Puis j'aimerais, s'il y a quelqu'un de service correctionnel dans la salle, qu'il ne me réponde pas, parce qu'ils les connaissent. C'est quoi les 3 conditions usuelles auxquelles quelqu'un fait face quand il sort en libération conditionnelle au niveau fédéral? De ne pas être en contact avec un autre détenu? Non, ce n'est pas une condition usuelle, c'est une condition spéciale, ça. Garder la paix. Ça, ce n'est pas une condition usuelle. Tous les citoyens du Canada sont soumis à ça. Je vous les donne. Il y en a principalement 3. La première, c'est de rencontrer son agent à la demande de son agent pour la surveillance. La deuxième, c'est ne pas quitter le pays sans la permission de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Et la troisième, qui est la plus restrictive, c'est ne pas se déplacer à plus de 50 km du bureau de libération conditionnelle qui effectue votre surveillance sans un permis de circuler. Je donne un exemple. Un gars qui sort de prison, qui habite à Montréal, sa mère habite à Québec, il est en libération conditionnelle, puis sa mère l'invite à souper, puis il décide de partir le vendredi soir pour Québec. Il se fait arrêter à 40. Les policiers vérifient un casier judiciaire, ils voient qu'il est en libération conditionnelle, lui, il demande s'il y a un permis de voyage parce qu'il est rendu à 150 km de chez lui. Il dit non, j'en ai pas. Il est avec nous autres, mon grand. Les menottes, bing bang, t'es en bris de condition, tu retournes en prison. C'est aussi bête que ça. Et les autres conditions, ben, c'est les conditions spéciales. Ça peut être pas fréquenter des débits de poissons, ne pas être en contact avec des personnes qui ont un casier judiciaire. Et les conditions spéciales, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas des choses qui sont gelées dans le temps. C'est des choses, une condition spéciale peut être enlevée, peut être remise, dépendamment du comportement de la personne en libération conditionnelle. Il y a d'autres impacts qui sont reliés à la prison parce que c'est relié au casier judiciaire. Vous savez, pour réussir à retourner en communauté, ça prend 3 éléments essentiels pour refaire sa vie après la prison. La première, c'est un travail. Et ce travail-là va te permettre d'avoir les moyens d'avoir un toit. Et la troisième condition pour réussir sa réinsertion sociale, c'est la plus difficile, c'est de recréer un réseau social. Parce que si tu as vécu 10 ans dans la prison, puis ça fait 10 ans que tu parles avec du monde qui sont en prison, des amis, tu n'en as plus. Il faut que tu te refasses des amis. Et ça, c'est très difficile. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça va sur le coin d'une rue. Bonjour, madame. Moi, j'ai fait 10 ans de prison, puis là, je me cherche des amis. Ça vous tente-tu de prendre un petit café avec moi? Il y a pas mal plus de chances que la madame, elle appelle la police qu'elle prenne un café avec vous. Donc, c'est très difficile. Il faut donner des moyens aux gens pour réussir à atteindre ça. Et il y a d'autres impacts inhérents au casier judiciaire. Vous savez, quand je vous dis qu'on ne peut pas quitter le pays sans la permission de la Commission des libérations conditionnelles, ça c'est vrai, il faut une permission. Mais par contre, on peut réussir à voyager. Moi, je suis un privilégié, là, j'ai beaucoup voyagé. Là, je m'en vais au Mexique là, au mois de mai, puis je m'en vais en Turquie au mois de septembre. Ça fait que j'ai bien hâte, mais j'ai la permission de voyager, j'ai un passeport en règle, tout ça. Mais vous savez, quelqu'un qui sort d'un établissement, là, il travaille, il refait sa vie, il se marie, il a des enfants. Les enfants, là, quand ça a 3, 4, 5 ans, qu'est-ce que ça veut? C'est quoi le rêve?
c'est de donner un bec à Mickey Mouse. Puis là, papa, on va-tu voir Mickey Mouse? On va-tu voir Mickey Mouse? Puis là, le gars dit, ben oui, on va aller voir Mickey Mouse. On ne pourra pas y aller voir Mickey Mouse parce que tu ne peux pas rentrer aux États-Unis. C'est impossible pour quelqu'un qui a un casier judiciaire de rentrer sur le territoire américain. Fait qu'il ne pourra jamais emmener ses enfants voir Mickey Mouse. Fait que ça, c'est des impacts qu'on ne connaît pas. Puis vous savez, le nombre de personnes qui ont un casier judiciaire est exponentiel au Canada. J'ai des statistiques ici qui datent de 2001. Donc, on est 20 ans plus tard. Ça veut dire que ce nombre-là doit avoir augmenté. Au Canada, il y avait 5 millions d'hommes qui avaient un casier judiciaire. C'est 24 de la population. Et au niveau des femmes, il y avait 700 000 femmes au Canada qui avaient un casier judiciaire. C'est 6 de la population. Donc, et ce nombre-là doit avoir augmenté dans les dernières années parce que ça fait 20 ans. Donc, il doit en avoir plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Mais il y a d'autres impacts aussi au niveau d'avoir un casier judiciaire, puis les difficultés que ça représente au niveau de l'insertion sociale, l'employabilité. Dans presque toutes les entreprises aujourd'hui, quand vous allez faire une demande d'emploi, il va y avoir une petite case où il va dire « Est-ce que vous avez un casier judiciaire pour lequel vous n'avez pas obtenu de pardon? » Fait que même si tu as obtenu un pardon, il faut que tu coches « Oui, j'ai obtenu un pardon, mais j'ai un casier judiciaire. » Ce qui va se produire, bien, pendant que le CV va se ramasser dans les vidanges. Puis ils vont prendre quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire parce que ça fait peur. Mais ça ne dit même pas pourquoi tu as un casier judiciaire. Je vous donne un exemple rapidement. Il y a quelques années, il y a un organisme, c'était une femme qui gérait cet organisme-là. Elle ouvre 2 maisons, des foyers de groupe pour des jeunes qui sortent de la DPJ. Parce que vous savez, les jeunes qui sortent de la DPJ à 18 ans, on les met dehors avec un sac brun puis refait ta vie. Elle a ouvert des maisons où on accueille les jeunes de la DPJ entre 18 et 25 ans. Donc, d'avoir une période transitoire entre la DPJ puis le retour dans la société. Moi, j'envoie mon CV, puis j'ai quand même un bon CV. J'ai beaucoup d'expérience sur ça. Fait que, écoutez, la madame m'appelle un dimanche. C'est rare qu'un employeur nous rappelle un dimanche. Là, elle m'appelle un dimanche matin, puis elle me dit, Monsieur Benson, j'ai lu votre CV. Vous êtes l'homme de la situation. Moi, j'ouvre 2 maisons, j'ai besoin de 2 directeurs. Vous choisissez la maison que vous voulez. Mais elle dit, il faut que je vous passe en entrevue. Donc, elle me passe en entrevue. Juste une petite parenthèse. Vous savez, les gouvernements, là, je ne veux pas choquer les fonctionnaires, là, mais les gouvernements, là, ils se vantent d'être pour la réinsertion sociale. Ça, pour eux autres, c'est important. Il faut que les entreprises engagent du monde qui ont des dossiers criminels. La réinsertion sociale, ça existe, puis c'est vrai dans notre société. On est pour ça. C'est même enchâssé dans la loi. Donc, je m'en vais à l'entrevue. La madame, elle me dit qu'il faut faire une entrevue formelle. Donc, on fait une entrevue, ça dure 2 heures. Puis tout le long de l'entrevue, M. Benson, vous allez être un élément positif pour les employés. Vous allez pouvoir former des jeunes. Pour les enfants, vous allez être extraordinaire. Pour les jeunes qu'on va accueillir, vous allez être extraordinaire. Tout ça. Dernière question de l'entrevue. Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Je réponds oui. Et j'explique mon casier judiciaire. Et à ce moment-là, la dame me dit, écoutez, M. Benson, je ne pourrais pas vous engager. J'aurais vraiment apprécié de vous avoir comme employé, mais le contrat que j'ai avec le CIUS m'empêche d'engager quelqu'un qui a un casier judiciaire. Donc, les gens que vous accompagnez puis que vous aidez à faire de la formation, à parfaire leurs éducations, ils vont être confrontés à ces réalités-là à l'extérieur. Donc, c'est important que vous le sachiez. C'est important qu'ils le sachent aussi, pas pour les décourager, mais pour les prévenir, qu'ils fassent des choix qui sont adéquats dans des... Tu sais, quelqu'un qui va étudier, je ne sais pas moi, en sciences infirmières, il n'aura jamais sa licence d'infirmier s'il y a un dossier criminel. Ça ne donne rien, c'est du temps perdu. Donc, il faut orienter les gens vers quelque chose qu'ils peuvent faire quand ils vont se retrouver en communauté. Et vous savez, moi, j'ai toujours dit, j'ai travaillé en milieu correctionnel là, pendant plus de 10 ans. Et à chaque fois que je rencontrais une personne incarcérée, là, c'est sûr que j'abordais différents aspects de sa vie. Mais, vous savez, moi, je n'allais pas lire avant c'était quoi le crime puis qu'est-ce qu'il avait fait. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais établir une relation avec une personne. Donc, j'apprenais à connaître la personne. Puis après ça, j'allais lire parce que c'était nécessaire dans l'accompagnement. Là. Mais pour moi, ce n'était pas la chose la plus importante. Et puis, vous savez, moi, que j'ai eu des personnes incarcérées, soit des hommes ou des femmes, qui avaient des jobs de cleaner. Parce qu'un job de cleaner en prison, c'est une belle job. Tu ne travailles pas trop, tu es payé, tu ne te fais pas écœurer par un boss, là, tu nettoies ta wing, c'est fini. Moi, j'ai toujours dit aux personnes incarcérées, vous savez,
Tu sais, le temps que tu vas passer en prison, là, fais-en quelque chose qui va te rapporter quelque chose. Fais en sorte que la prison te rapporte quelque chose. Dans le sens de, si tu arrives dans une prison et tu t'en vas finir ton secondaire 5, quand tu vas sortir de la prison, le diplôme, tu l'emmènes avec toi. Les connaissances, tu les emmènes avec toi. Si tu décides de passer à la mop pendant 4 ans, tiens bien ta tuque, parce qu'ils vont garder la mop, mais que tu sortes. Tu vas sortir avec rien. Donc, j'essayais d'inciter les gens minimalement à finir un secondaire 5, minimalement à aller faire une petite formation s'il y en a une qui était offerte, pour qu'ils sortent de cette partie de leur vie avec quelque chose de plus. Ils ne sortent pas de là les mains vides, ils sortent avec quelque chose. Vous savez, dans vos classes, vous avez différentes personnes, puis je pense qu'une chose qui serait importante peut-être, parce que vous savez, vous avez à gérer des gens qui sont différents des fois dans vos classes. Je ne sais pas si c'est possible dans vos milieux de faire ça à cause du flux, puis des gens qui rentrent puis qui sortent. Des groupes, c'est toujours fluctuant en prison parce que les gens transfèrent, les gens arrivent. Mais vous savez, quand je vous dis là, c'est des personnes, c'est des élèves qui sont avec nous. Bien, dans une classe, là, on peut prendre un moment pour dire aux gens qui sont avec nous, pour s'entendre ensemble. Parce que vous savez, ils sont tellement contrôlés, ils ont tellement de règles à suivre. Ça serait peut-être le fun que ces gens-là arrivent dans une classe puis que le prof leur dise, OK, aujourd'hui, là, on va déterminer les règles de notre groupe. Comment on va se comporter entre nous? Comment on va interagir entre nous? C'est quoi les limites qu'il ne faut pas franchir dans cette classe-là? C'est sûr que vous avez votre agenda, là, qui, bon, on ne s'enverra pas chier, on ne fera pas ci, on ne fera pas ça, on ne se lancera pas de tasse de café, mais c'est de prendre un moment pour les impliquer dans ce processus-là, pour qu'ils se sentent partie prenante du processus. Et en se sentant partie prenante d'un processus, ils vont le respecter, le processus, parce que c'est eux autres qui l'ont mis en place. Donc, c'est des trucs pour leur donner des responsabilités dans des milieux dans lesquels ils n'en ont aucune. Ce n'est pas une grosse affaire, là. Ça prend une demi-heure à faire ça avec vos élèves. Mais ça va leur apporter la fierté de dire on a décidé ensemble. On est responsable ensemble. J'ai du pouvoir, parce que le pouvoir, les gens en prison, ils n'en ont pas. Donc, si on peut leur donner des petites bouts de pouvoir, ça va leur faire du bien. Puis ça va les amener à être, parce que vous savez, l'éducation et l'enseignement, c'est des synonymes, hein? Mais c'est deux choses qui sont totalement différentes. Enseigner, c'est de transmettre un savoir, puis éduquer, c'est de transmettre des façons de faire, des façons de vivre. Puis vous, en milieu correctionnel, particulièrement vous, puis pour ma part, ça serait dans tous les milieux scolaires, là, que ce soit en prison ou non, vous avez un rôle de transmission du savoir, mais vous avez également un rôle d'éducation des individus qui sont devant vous. Vous savez, parler poliment, demander la permission, des habiletés sociales de base. Là. Puis je suis sûr que vous avez constaté que dans vos milieux, parfois, il y a des gens qui arrivent avec aucune habileté sociale. Donc, vous avez ce privilège-là, en tant que professeur, de participer à l'enseignement, mais à l'éducation aussi de jeunes. Peut-être combler des manques que ces gens-là n'ont pas eu dans leur vie. Puis ça ne vous demandera pas 30 heures par semaine, ça. Ça va vous demander des fois des petites interventions ciblées avec quelqu'un. Puis c'est important de faire ça, parce que vous allez lui transmettre quelque chose qui est important. Vous savez, moi, les professeurs que j'ai eus pendant que j'étais incarcéré, là, Anne-Marie, Diemou, Louis, Marc, il y en a encore que je me souviens de leur prénom. Puis il y en a encore avec qui j'ai des contacts aujourd'hui. Et ça fait au-delà de 30 ans qu'ils m'ont enseigné. Anne-Marie, là, moi, mon copain est mexicain, là, mon espagnol n'est pas fort. Là. Elle m'a enseigné l'espagnol, Anne-Marie, à Marie-Victorin. Puis elle s'est servie de Mafalda pour faire ça. Mais je l'ai rappelé l'année passée, j'écoute, il faudrait que j'aie un petit refresh d'espagnol. Mon espagnol fait dur. Là, elle dit n'importe quand, Daniel, appelle-moi, elle dit on va faire ça ensemble. Donc, on crée des liens qui vont durer dans le temps, puis on n'est pas conscient de ça. Moi, j'anime le cabaret de la seconde chance, je vous en ai parlé un petit peu ce matin. Là. Il y a 3 ans, à l'entraque, il y a quelqu'un qui est venu voir. Hey, allô, Daniel, comment ça va? C'est un professeur d'anthropologie que j'avais eu à l'Université de Montréal quand j'étais en prison. Elle dit j'ai vu ton nom, je suis venu voir. Je suis tellement contente de te voir, tu es dehors, tu as passé à autre chose. Vous savez, parce que les gens que vous allez rencontrer, vous allez être là, puis je vous l'ai dit au début,
Vous allez être là sur une partie de leur parcours, mais vous ne savez pas où ils vont aboutir. Puis, si vous savez, dans les milieux correctionnels, on entend souvent, ah, ils reviennent tout le temps. Ils reviennent tout le temps. Ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui ne reviennent pas, on n'en parle pas. Ceux qui ne reviennent pas, on les oublie. Puis ceux qu'on oublie, c'est eux autres qui ont réussi. Bien, ils sont arrivés à une réussite. Parce que ceux qu'on revoit, ils vont finir par réussir, mais ils ne sont pas rendus là dans leur vie. Mais ceux qu'on oublie, c'est parce qu'eux autres qui ont réussi, on ne les a pas revus. Donc, celui-là, ça a été un succès dans ma carrière. Puis on l'oublie parce qu'on ne le voit plus. On imagine qu'il n'est pas là. Vous avez sûrement vécu des situations de crise dans vos classes. Personne qui arrive dans la classe un matin qui ne file pas parce que sa fille est bien malade, il y a eu un décès dans sa famille, il est en train de vivre une séparation. Vous savez, quand on vit une situation de crise avec une personne incarcérée, ce n'est pas nécessaire de peser sa cloche tout de suite et d'appeler la sécurité. Là. On peut essayer de gérer ça nous autres mêmes. Je ne vous dis pas de tout gérer, ce n'est pas ça que je vous dis. Là. Je ne vous dis pas de faire le travail des autres et de vous mettre en danger. Ce n'est pas ça du tout mon propos. C'est que des fois, ces crises-là qui peuvent des fois dégénérer en beaucoup plus gros s'il n'y a pas d'intervention qui se font en amont, là, quand on le sait, là, que ça vient d'arriver, là, puis on dit, ben c'est pas vraiment nos affaires, c'est pas nos affaires, je ne m'occuperai pas de ça, puis on laisse les choses aller. Puis 3 jours plus tard, on apprend que la personne est en détention parce qu'elle a pété sa coche. Si on serait intervenu peut-être en amont, puis si ça dépasse ce que vous êtes capable de faire comme intervention, appelez l'agent de libération, l'agent de probation ou un agent correctionnel. Mais si vous êtes capable de juste être une oreille, une épaule, puis je suis persuadé que vous l'êtes parce que j'ai entendu le mot sympathie trop souvent un matin. Là. Fait que je suis persuadé que vous le faites, cet effort-là. Mais c'est important. Puis ça va faire en sorte que vous allez prendre une valeur, puis je suis sûr que ce n'est pas votre but, là, mais vous allez prendre la valeur auprès de vos élèves. Ils vont vous faire confiance. Ils vont vous apprécier. Ils vont vous protéger dans ces milieux-là si jamais il y a quelque chose qui se passe. Ils vont vous respecter. Puis ça, bien, ça fait partie de ce que je vous disais un peu plus tôt au niveau de l'éducation qu'on doit faire avec les gens incarcérés. Parce que, vous savez, au départ, les gens incarcérés, c'est des gens qui ont eu un paquet d'échecs dans leur vie. C'est pour ça, vous savez, moi, des enfants de millionnaires, j'en ai pas rencontré beaucoup en prison, puis j'imagine que vous n'avez pas rencontré beaucoup. Ce que j'ai rencontré en prison, c'est des pauvres gens, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, qui viennent de milieux dysfonctionnels, donc des gens qui ont vécu des échecs dans leur vie, non vécu. Vous savez, moi, quand j'engage un nouvel intervenant dans le service pour lequel je travaille, là, je travaille avec des personnes qui ont été en prison, puis qui ont connu la rue ou qui risquent de la connaître. Puis à chaque fois que je forme un nouvel employé dans mon service, je lui dis tout le temps, les gens qu'on va accompagner dans notre service ont vécu beaucoup d'échecs dans leur vie. Puis notre travail à nous, c'est de faire en sorte qu'ils vont vivre une réussite. Si on rencontre quelqu'un et on évalue qu'il n'est pas prêt à passer à ça, on ne l'emmènera pas vers un échec. Moi, j'ai déjà dit à un gars, moi, je ne te placerai pas dans un appartement. Parce que si je te place dans un appartement demain matin, là, ça va finir en catastrophe. Puis je ne veux pas être partie prenante d'un échec supplémentaire dans ta vie. Il n'a pas pris ça facilement quand j'y ai dit. Mais une couple de semaines après, il m'a dit, tu avais raison, Daniel. Il dit, je ne suis pas tout à fait prête. J'ai des choses à travailler. OK, c'est beau, mon homme, on continue à travailler ensemble. Je ne l'abandonne pas, mais je dis la vérité. Maintenant, je vais terminer parce que je suis quasiment rendu à la fin. Hein? Je vous remercie de vos commentaires. Hein? Je les regarde avec mon œil gauche. Merci beaucoup. Écoutez, vous êtes extrêmement importants. Vous êtes des gens qui êtes beaucoup plus importants. Je sais que vous êtes des gens humbles. J'en ai rencontré des professeurs en milieu correctionnel. Là. Vous ne vous mettez pas les bretelles en faisant ça. Vous le faites parce que vous aimez ça, parce que vous appréciez la clientèle avec laquelle vous travaillez. Mais vous ne vous imaginez pas à quel point vous allez marquer la vie des gens que vous accompagnez. À quel point vous êtes important dans leur vie parce que vous êtes une des seules personnes dans ces univers-là qui les accueillent comme des êtres humains, qui leur parlent comme des êtres humains, qui ne les considèrent pas comme des criminels, mais comme des élèves. Ça fait une grosse différence dans la vie des gens. Des fois, ils ne sont même pas conscients de ça, là. Puis vous non plus. Mais c'est très, très important.
votre rôle d'éducateur, votre rôle de personne positive, votre rôle d'exemple. Moi, je suis persuadé là, qu'il y en a au moins un ou une dans la salle là, qui s'est fait dire par une personne incarcérée à un moment donné, qu'est-ce que tu fais à venir enseigner en prison? Pourquoi tu fais ça? Venir enseigner à des voleurs. Je suis sûr, puis peut-être même dans vos familles ou dans vos milieux, parmi vos amis, parce que vous savez, quand on travaille dans les prisons, n'importe de Noël, on les centre d'attraction. Hein? Hey, tu connais-tu une telle, tu connais-tu un tel? Lui, si tu vrai, il est en prison. Puis, on se fait poser une question parce que c'est un milieu qui est fermé. Mais vous êtes extrêmement important. Puis vous savez, je veux pas terminer sans vous citer Victor Hugo qui a écrit ouvrez des écoles et vous allez fermer des prisons. En travaillant dans les écoles, dans l'éducation, dans ces milieux-là, vous aidez à réduire la récidive, vous aidez la société à être meilleure, à être plus sécuritaire. Votre rôle ne se résume pas à corriger des fautes d'orthographe puis des fautes de mathématiques ou de la capitale du mauvais pays. Votre rôle est plus grand que vous le pensez. Vous avez un impact important. Puis, en terminant, parce qu'il ne me reste presque pas de temps, puis je veux garder du temps s'il y a des gens qui ont des questions. En terminant, je voudrais vous dire merci. Je vous dis merci en mon nom personnel parce qu'il y a des gens comme vous qui ont été dans mon parcours et qui ont fait une différence dans ma vie. Puis, je vous dis merci pour les gens qui sont sur vos chemins, pour qui vous allez faire une différence dans leur vie puis dans leur réinsertion sociale. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir invité. S'il y en a qui ont des questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste des mauvaises réponses, puis je vais essayer d'éviter ça. Moi, j'en ai une question. Vous avez parlé de personnes en situation d'itinérance. Est-ce qu'il y a un haut pourcentage de personnes qui étaient incarcérées qui se retrouvent dans cette catégorie-là? Oui, malheureusement, il y en a énormément. Je vous dirais des personnes judiciarisées là, qui ont passé dans des parcours correctionnels, que ce soit fédéral ou provincial. Là. Écoutez, il n'y a pas vraiment de chiffre là-dessus, là, mais moi, à pied de nez, là, parce que je travaille dans le service que je m'occupe, on travaille avec ces personnes-là, je vous dirais que c'est à peu près 75 % des personnes en situation d'itinérance qui ont connu l'incarcération. Puis souvent de multiples reprises. Là. Vous savez, le fondement du service pour lequel je travaille aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que souvent, les gens vont faire une petite sentence provinciale, vont sortir, vont se retrouver dans la rue, et de la rue, ils vont retourner en prison. Puis ils vont retourner dans la rue, puis ils vont retourner en prison. Puis ça peut durer 15-20 ans. Puis ça devient comme un mode de vie. Puis ils retournent en prison, ils retournent dans la rue, ils retournent en prison, ils retournent dans la rue, ils retournent en prison. Parce qu'ils retournent en prison pour des petites périodes de temps. Ils sortent de prison, ils n'ont rien. Donc, ils se retrouvent dans la rue, il faut qu'ils dorment quelque part. Ils sont dirigés vers un refuge. Puis, à un moment donné, ils retournent en prison parce qu'ils commettent des crimes. Il y a une question sur les gangs de rue, là, dans quel type de typologie au niveau de la criminalité on les mettrait. Écoutez, quand cette grille-là a été faite, le phénomène des gangs de rue n'existait pas. Donc, je vous dirais, les gangs de rue, je vous dirais, moi, je les mettrais dans les multirécidivistes. Parce que c'est souvent des gens qui vont commettre des crimes à répétition. Puis on voit, là, si on regarde les journaux un petit peu, là, puis on voit quand des membres de gangs de rue se font arrêter pour proxénétisme, pour possession d'armes. Souvent, on va dire que c'est quelqu'un qui était connu des milieux policiers. Donc, c'est des gens qui s'inscrivent dans une carrière criminelle qui va s'en aller là, toujours en augmentant. Puis c'est des gens qui vont commettre n'importe quel genre de crime. Ce n'est pas des gens qui vont dire moi, je ne fais pas ça. Il y a beaucoup de criminels qui vous savez, les agressions sexuelles dans les milieux correctionnels, c'est mal vu. Là. Même parmi les populations carcérales, ben, les gangs de rue, eux autres, vont vendre des armes, vont vendre de la drogue, vont faire du proxénétisme, faire des agressions sexuelles. Name it, il n'y a pas de limite. Si on peut avoir du fun, on va en avoir. Une question qui a été posée par Sonia dans le clavardage qui dit trouvez-vous que la prison est vécue un peu différemment depuis l'arrivée en grand nombre des femmes comme ASC à la fin des années 90? Écoutez, moi, j'ai vécu ça de l'intérieur, là, quand les femmes sont arrivées comme agents correctionnels en milieu correctionnel. Puis je dirais que c'est un avantage que les milieux correctionnels ont vécu.
Puis là, je veux pas, je vous le dis, là, je ne suis pas misogyne, ce n'est pas du tout ça, mais vous savez, dans tous les domaines, là, puis vous le voyez même dans votre domaine en éducation, vous savez, les hommes et les femmes ne pensent pas de la même façon, ne réagissent pas de la même façon, ne font pas les choses de la même façon. Moi, je travaille avec des hommes et des femmes incarcérées, là, c'est deux mondes totalement différents. Mais l'avènement des femmes dans les milieux correctionnels, je pense que ça a amené une certaine forme d'apaisement dans les rapports entre les détenus, les personnes incarcérées et les personnes qui les surveillent. Parce que les femmes ont une autre approche. Des fois, vous savez, il va y avoir une crise, là, puis c'est une petite gardienne de 5 pieds 2 qui va y aller, qui va dire non, non, je vais gérer ça, moi. Parce qu'elle a un bon lien avec le gars, elle va aller y parler, puis ça va être correct. On n'a pas toujours besoin du gros gars de 6 pieds 2 qui pèse 200 livres pour aller gérer une crise. Des fois, ça peut se gérer autrement que par la force. Et je pense que l'avènement des femmes dans ces milieux-là a amené cette tendance-là à ne pas tout le temps réagir avec la force, mais on peut y aller autrement. On peut aller parler, on peut aller négocier, on peut faire les choses autrement qu'à coup de gaz puis de teaser. Oui, Sonia là, qui me dit qu'elle est arrivée à 5 pieds 2 comme ASC pendant quelques années. Là. Non, ça a été... puis au départ, c'était très mal vu. Vous savez, ça a été difficile, je pense, pour les femmes qui ont pris ces rôles-là, de s'intégrer dans ces milieux-là, qui étaient des milieux, à part les établissements pour femmes, là, c'était des milieux exclusivement masculins où il y avait beaucoup, la virilité était importante, puis le pouvoir était important. Donc, je pense que ça n'a pas été facile pour les premières femmes qui ont rempli ce rôle-là. Mais vous savez, les femmes, ils ont une qualité que les hommes n'ont pas. Ils ont de la persévérance que les hommes, ça nous manque des fois un petit peu la persévérance. Les femmes ont cette qualité-là, je pense, par rapport aux hommes qui n'est pas au même niveau, je veux dire. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas persévérants, c'est pas ça que je dis. Là. Mais je pense que les femmes ont une coche de plus que nous autres là-dessus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, puis je suis très content d'avoir participé à cette journée-là. J'ai été agréablement surpris de ce que j'ai entendu. Merci beaucoup, M. Benson. Je pense que c'est pratiquement impossible qu'une présentation comme celle-ci nous laisse complètement indifférents. Puis ça laisse place à une belle réflexion. Merci beaucoup. Puis j'aimerais revenir sur votre notion du temps. Vous savez qu'en dedans, la notion du temps perd son sens un petit peu. C'est drôle, dans les derniers temps, dans mes dernières années, c'est une chose que je disais souvent. Quand je donne de mon temps, c'est probablement une des plus belles choses que je peux te donner. Oui. Donc, il y a une corrélation qui est à faire entre les deux. Oui, vous savez, moi, dans mon travail actuel, ma DG me rappelle toujours que je suis payé pour 35 heures par semaine. Puis quand j'envoie ma feuille de temps, elle me dit « Daniel, tu es payé 35 heures, pourquoi tu en as fait 60? » Parce que j'aime ce que je fais, puis paye-moi-les pas. Je veux pas que tu me payes. Là. Je le fais parce que j'aime ça, puis je veux aider des gens. Puis aider des gens, bien, malheureusement, c'est pas toujours entre lundi et vendredi, entre 8 heures et 4 heures l'après-midi. Des fois, c'est le vendredi soir, des fois, c'est la nuit, puis des fois, c'est dans des périodes où c'est pas supposé de le faire, mais je le fais pareil. Merci beaucoup. Ce qui m'amène à vous peut-être vous poser une question ouverte pour faire un retour sur M. Gros-Louis. Maintenant, quelle différence l'école de printemps 2002 aura sur vous et votre pratique? Donc, petite question que vous pourrez essayer d'y répondre par vous-même. Merci à tous. Donc, on est terminé. Je vous souhaite une belle fin de journée. Habituellement, on vous souhaitait bonne route. Donc, bon retour. Bonne route pour certains. Puis, on se revoit très bientôt.